Vous pouvez avoir un énorme bull market aux États-Unis des actions, accompagné par un énorme bear market des obligations. C'est le massacre total. Et vous voyez même que les obligations françaises et le cash français perdent 97% de sa valeur réelle. Donc moi, je me souviens de mon grand-père qui était désolé d'avoir acheté des emprunts russes, mais s'il avait acheté des emprunts français, c'était pareil. Il va quand même falloir en trouver des couillons pour souscrire du papier. Même les Saoudiens commencent à dire on a peut-être d'autres sujets et d'autres investissements. Les gens considèrent qu'acheter des obligations d'État qui sont clairement en faillite est un truc qui n'est pas risqué. Moi, ma chère maman, définissez le risque comme tu ne reverras jamais ton pognon. Pas comme la volatilité de la bête, hein. Elle ne savait pas ce que c'était. Mais si vous ne voyez pas votre pognon, c'est que c'était risqué. Et bien, si vous pensez que l'inflation est sortie de notre système, je crois que vous avez un problème. Hein. Donc en fait, l'antifragilité, on la retrouve dans le conservatisme en temps de crise, à contresens en temps de crise et dans l'innovation également en temps de crise. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui transcende en fait les assets. C'est pas spécifique à l'or. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes chez Noble Capital Management, donc une société de gestion d'actifs qui est centrée notamment sur les assets antifragiles. C'est pas innocemment que nous sommes ici, et notamment sur l'or. Donc pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous reconnaîtrez Charles Gave, qu'on ne présente plus. Brillant économiste. Ensuite, à sa gauche, nous avons quelqu'un qu'il connaît très bien, Vincent Strauss, qui est associé et gérant illustre de chez Comgest, donc une société qui gère quand même 40 milliards à peu près. Donc, voilà. Un peu moins depuis que vous êtes parti. Et Didier Darcet, donc, qui est associé chez Gavekal Intelligent Software, illustre quant de la finance et spécialisé justement dans les relations entre physique et économie, dont on ne manquera pas de parler ce soir. Alors, je voulais introduire cette table ronde, ce panel, par une discussion justement avec Vincent, puisque on va parler de ce qu'on appelait la Pax Americana, quelque part, et on va prendre ça comme point de départ. Quel était en fait le compromis, ou du moins le deal tacite qui avait été fait entre les États-Unis et globalement le reste du monde, et pourquoi est-ce que c'est signifiant aujourd'hui pour expliquer la situation? Donc c'est pour ça que je mets la première slide justement. Oui, merci. Je crois qu'effectivement il y avait un deal tacite, c'est qu'effectivement nous sommes notre génération, je suis un peu plus jeune que Charles, mais quand même on a connu vraiment la guerre froide. Et quand effectivement on a eu l'implosion du système du Gold Exchange Standard, on a eu l'implosion de Bretton Woods en août 71, il y a eu un deal implicite, c'est que effectivement les États-Unis assuraient la protection de l'Occident, et en face de cela, on nous a imposé le système du dollar qui n'était basé sur rien, ce qui a permis aux États-Unis d'avoir un modèle extraordinaire pendant très longtemps, importateur de tas de matières premières, de tas de choses qu'ils ne payaient pas, vendeur de T-bonds. C'était un modèle merveilleux de recyclage qui fait qu'en fait c'est un peu comme si vous allez chez l'épicier du coin et vous sortiez avec le caddie qui est plein et vous dites c'est formidable, je te paye pas, on met ça sur petite ardoise. Modèle extraordinaire, mais on arrive un petit peu au bout de ce système, avec aujourd'hui on a une dette américaine de l'ordre de 35 trillions de dollars qui progresse quand même à la modique somme de 10 milliards de dollars tous les jours, même pour les États-Unis ça fait un peu d'argent, donc 1 trillion de dollars tous les 100 jours. Et on voit effectivement sur ce graphique qui est quand même intéressant qu'aujourd'hui les dépenses pour la charge de la dette américaine sont en train de passer au-dessus des dépenses pour la défense. Et il n'y a pas de grand pays sans grande défense. C'est comme disait Niall Ferguson, un historien économique bien connu, tous les grands empires se sont effondrés à partir du moment où en fait ils ont croulé sous la dette. Et on ne peut pas prédire la fin de la Pax Americana, mais il est évident que la situation financière et monétaire des États-Unis sont quand même une interrogation majeure pour nous, et surtout pour nous qui pensons vraiment dans le temps long. Nos clients, vos clients, nous pensons tous dans le temps long, et dans le temps long, c'est un problème majeur aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire globalement que le deal, c'était vous prenez nos dollars, vous posez pas trop de questions, et en contrepartie, vous assurez notre défense?
Et qu'aujourd'hui, le prix, il est peut-être un peu cher, quoi, quand on voit ce que coûte le dollar au reste du monde et la protection qui est offerte. Je pense que c'est assez ça. Et effectivement, M. Trump a dit pendant son mandat, il faudrait que les autres pays occidentaux prennent en charge leur part du fardeau. Et dans ce cas-là, on rend leur dollar. C'est ça, on a envie de leur dire, attendez, on a déjà quand même payé, on ne va pas payer 2 fois. Et c'est un petit peu le vrai problème dans les relations entre l'Europe en particulier et les États-Unis, je pense. Oui, tout à fait. Et du coup, ça nous emmène justement sur, puisqu'on parlait du coût des taux d'intérêt pour les États-Unis, donc la politique de la Banque centrale américaine. Est-ce qu'on peut dire, quand on voit donc la courbe blanche, c'est le bilan de la Fed, est-ce qu'on peut se dire que c'est une bonne gestion de la monnaie que la politique de la Banque centrale américaine, sachant que le principe d'une banque centrale, c'est quand même d'arriver à équilibrer le prix de l'argent avec la rentabilité de l'économie, selon les principes de Note-Wixel, afin justement qu'on ait un accompagnement de la croissance économique. Est-ce que ça ressemble à une bonne gestion du dollar ? Vous posez la question, vous répondez, on est tous bien d'accord que c'est une mauvaise gestion. Il est évident, et c'est la grande question aujourd'hui, quand on voit le niveau des taux d'intérêt et l'action des banques centrales et de la Fed en particulier pour baisser les taux d'intérêt, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, la dette américaine est considérable et que 1% de taux d'intérêt sur dette américaine, ça correspond à un décaissement sur les 10 prochaines années de 2,25 trillions de dollars. 1% égale 2,25 trillions de dollars. Donc effectivement, la dette américaine est aujourd'hui essentiellement à court terme. Plus de 50% de la dette américaine est à court terme. Il va quand même falloir en trouver des couillons pour souscrire du papier, surtout au moment où les Chinois n'ont quand même pas très envie d'en acheter. Même les Japonais en ont vendu quand même pas mal. Même les Saoudiens commencent à dire on a peut-être d'autres sujets et d'autres investissements. Et ce graphique est intéressant parce que simplement il met en avant, peut se poser des questions aussi importantes, c'est finalement si la baisse des taux d'intérêt n'est pas tout simplement parce que on est dans une situation extrêmement délicate au niveau des paiements américains. En fait, il faut finalement imprimer de l'argent et c'est un drame absolu. Et les marchés, et l'or, les monnaies, les crypto-monnaies, etc., commencent à comprendre qu'en fait, on est dans un monde où il faut, les banques centrales des pays développés impriment énormément d'argent parce que c'est le seul moyen d'en sortir. Mais comme l'a dit le président argentin avec pas mal d'ironie et une grande méchanceté, si on pouvait sortir de la pauvreté en imprimant de l'argent, ce serait la même chose que si on pouvait sortir de la stupidité en imprimant des diplômes. C'est un truc que nos dirigeants français, à nous, feraient peut-être bien de marquer, peut-être en montant des ministères. Ils font les deux. Ils font les deux. Ils font les deux, c'est ça. Donc je pense que ce graphique montre quelque part que la Fed est dans une situation où peut-être que nous aurons dans les mois qui viennent le système bancaire qui sera peut-être obligé en fait de suppléer avec un système d'accompagnement bilanciel permettant aux banques finalement de souscrire, de financer ces déficits. Et en parallèle de ça, je sais que Charles a un sujet de prédilection, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialisation du dollar. À quel moment, en fait, quand on augmente les dépenses d'un pays financé par les pays étrangers, donc ils vous font un crédit plus ou moins gratuit puisqu'on peut imprimer l'argent, on trouve que c'est une bonne idée d'aller leur chercher des poux dans les cheveux en leur disant « Ah oui, mais en plus, si tu utilises mon dollar, je t'applique mon droit local à moi sur tes opérations entre toi et ton voisin. » Ça, c'est une idée bizarre. C'est arrivé... Je crois que quand un empire est en train de perdre son pouvoir, les gens s'imaginent que si on resserre les vis et les boulons, et si on embête tout le monde, on va regarder le pouvoir. C'est-à-dire qu'à la place de retourner au principe fondateur des États-Unis, qui était la liberté, ils sont allés de plus en plus faire on va vous rentrer dans le chou, on va vous faire une guerre, on va vous faire une guerre juridique, on va vous espionner avec tout. Donc, les États-Unis, Tocqueville disait quelque chose de très intéressant, il disait « Si les États-Unis cessent un jour de chercher le bien, ils cesseront d'être les États-Unis ». Et c'est une phrase que je trouve assez profonde, parce que ça veut dire qu'ils ont été portés en quelque sorte, parce que c'était des braves gars. Et puis depuis l'arrivée de Kissinger à peu près, ils se sont mis à raisonner comme des Européens cyniquement, et depuis les États-Unis s'enfoncent à une allure à peu près aussi rapide que celle de l'Allemagne, quoi, ce qui est
est compréhensible quand on voit qu'il était Kissinger. Alors justement, j'en parlais avec Vincent Strauss cet après-midi et on se disait mais qu'est-ce que ça signifie, parce qu'on parle beaucoup d'effondrement, c'est un mot très à la mode, et on se disait mais aux États-Unis, la monnaie effectivement, les États-Unis sont en train de lui faire un sort, mais pour autant ils ont quand même de l'énergie, ils ont quand même des industries et les industries ça s'implante. Donc à quoi ça ressemble un effondrement dans un pays où quelque part il y a de la croissance quoi? Il suffit de regarder la Turquie. Justement, on a... Non, mais il suffit de regarder la Turquie. La Turquie, ça a été le meilleur marché mondial des actions, je crois, l'an dernier, depuis 12 mois. Et si vous aviez un portefeuille moitié actions turques, moitié en or, et que vous touchiez ni au cash ni aux obligations, vous avez cartonné comme un fou. C'est-à-dire que ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que dans une économie, vous avez les parties qui sont des parties réelles, l'or et les actions. Mettons, vous voyez, c'est des machins qui existent. Puis vous avez des machins à gauche, là, qui servent à donner un prix à ces valeurs réelles. Donc on a un système extrêmement bizarre, qui fait pour ça que les gens n'aiment pas tellement, c'est que à gauche, c'est avec ça que vous faites tous les prix, mais ça n'a aucune valeur. Et à droite, ça a une valeur considérable, mais c'est très difficile de trouver un prix. Donc ce que dit Warren Buffett, il dit une phrase que je trouve profonde, il dit, quand vous achetez quelque chose, le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous achetez. Et il faut bien comprendre que dans une économie, il y a une différence essentielle entre le prix et la valeur. Et que vous pouvez mesurer la valeur des usines turques avec du dollar si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de la lire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de détruire dans nos économies toute la partie gauche que j'appelle la partie des contrats. À droite, vous avez des actifs, à gauche, vous avez des contrats. Et les contrats, c'est... si vous achetez une obligation française, c'est un contrat. Et comme ils ne pourront jamais rembourser les contrats, ils vont détruire le socle monétaire sur lequel reportent les contrats. C'est-à-dire que dans vos portefeuilles, en ce qui concerne l'OCDE, il faut avoir 0 contrat. Si vous voulez des contrats, vous les achetez en Chine, vous les achetez en Singapour, mais vous n'avez plus de contrat chez nous. Peut-être en Suisse, c'est pas pareil, vous n'êtes pas noté pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a une volonté délibérée des gens qui sont au pouvoir de détruire nos monnaies parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. C'est tout. Donc il ne faut rien avoir dans la monnaie. Alors justement, avant de passer justement à toute cette analyse macro-éco et de portefeuille, je voulais voir justement, aujourd'hui, quels sont les assets qui performent le mieux, et après on verra ça par secteur. Donc pour Vincent. Non, mais là, on va simplement, c'est pas la peine tellement, c'est juste la résultante. On voit bien que sur l'année 2024, c'était au 6 septembre, tous les actifs en dehors des communities globales ont été extrêmement performantes. Je pense que c'est pas tellement, c'est juste plus pour comme mémoire. On a et chose assez extraordinaire quand même, c'est que on voit bien pour 2023 comme 2024, que ce soit les equity comme la dette, tout a été performant. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est qu'effectivement, la vraie conviction que nous avons, c'est que, et je pense que Charles et Didier sont en phase avec moi, nous sommes, comme à l'époque de Stefan Zweig, les gens sont encore dans le temps d'hier. Ils pensent encore que nous sommes en désinflation. Les banquiers centraux leur ont vendu, et quelque part, monsieur le patron de la Banque centrale américaine est un marchand de merguez extraordinaire. Parce que quand on voit les anticipations à 5 ans de l'inflation, tout le monde dit, il nous dit que c'est de 2% à 5 ans. Tout le monde écrit 2% à 5 ans, génial, il n'y a plus d'inflation. C'est totalement faux. On est dans un monde où on est en train de refléter des tas de choses, et comme l'a dit effectivement très justement Charles, il y a tellement de dettes que de toute façon, à un moment ou à un autre, la dette va finir par être payée. Par le débiteur un peu, par le créancier beaucoup, et par l'inflation également. Et on arrive dans un monde qui est extrêmement paradoxal, parce que les investisseurs, me semble-t-il, sont essentiellement positionnés sur le monde d'hier, et pas sur le monde de demain. C'est vrai ça. Et c'est absolument incroyable. Et quand on a eu le retournement majeur de 79-82, quand on est passé d'un monde d'inflation et de taux d'intérêt élevé avec le long bond qui était à 15,25, et qu'on est tombé au plus bas en mars 2020, souvenez-vous, pour ceux qui étaient en activité,
en 1982, il était impossible de vendre une obligation à un souscripteur, alors que le zéro coupon à 30 ans, c'était le meilleur placement à 30 ans. Et là, inversement, les gens disent, mais de toute façon, l'inflation, il n'y en a plus. Donc on est aujourd'hui, les portefeuilles, me semble-t-il, sont incroyablement positionnés sur le monde d'hier et pas du tout sur le monde de demain. C'est un problème d'allocation d'actifs, un mismatch hallucinant. Mais je suis tout à fait d'accord. Cette histoire de Stefan Zweig, c'est très bien parce que c'est exactement ça qui se passe. On fait des tas de travaux statistiques avec Didier. Et alors, il y a un phénomène assez rigolo qui se passe. C'est que dans le fond, on trouve des données facilement pour les 40 dernières années, qui ont été les années où les taux n'ont cessé de baisser. Donc tous les travaux statistiques qui sortent aujourd'hui sont faits à partir d'une banque de données où les taux n'ont cessé de baisser. Mais on trouve des données qui remontent à 1840-1850 en France, on vous les montrera peut-être, et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce qui a marché depuis 40 ans, on est à peu près certain, le portefeuille balance 60-40, que ça va être le désastre du siècle. C'est à peu près certain, vous allez perdre tout ce que vous voulez sur vos 40. Donc, je suis très surpris de voir qu'aujourd'hui, les gens considèrent qu'acheter des obligations d'État qui sont clairement en faillite est un truc qui n'est pas risqué. Ça me paraît. Moi, ma chère maman, définissez le risque comme tu ne reverras jamais ton pognon. Pas comme la volatilité de la bête, hein. Elle ne savait pas ce que c'était. Mais si vous ne voyez pas votre pognon, c'est que c'était risqué. Et ben moi, il me semble que c'est très risqué, ces trucs-là, non ? Oui, d'autant plus qu'effectivement, la volatilité, maintenant, ce qu'il faut suivre, c'est pas tellement le VIX, mais la volatilité, en fait, du marché obligataire américain est devenue extrêmement importante et peu suivie, parce qu'il y a tellement, sur le VIX, il y a tellement de stratégies d'arbitrage, etc., qu'en fait, c'est plus jouable, enfin, même pour des gens qui sont des traders, etc., il se passe rien. Mais en fait, la vraie volatilité, et celle qui va être à venir, va être sur l'obligation. D'un autre côté, il faut bien se rendre compte aussi que à cause de la taille de la dette américaine, la Banque centrale américaine ne peut pas laisser monter beaucoup les taux pour l'instant. Donc effectivement, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre d'émettre de la dette beaucoup à 10, 20 ou 30 ans et qui se contentent de financement à court terme, un peu comme les pays émergents. C'est quand même une vraie question, je pense. Et l'inflation, comme le disait REF, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Et bien, si vous pensez que l'inflation est sortie de notre système, je crois que vous avez un problème. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire un dernier tour, justement, parce que ça, tu voulais peut-être en dire un mot sur, justement... Non, je pense que c'est pas non, il vaudrait mieux passer... Non, il vaut mieux peut-être qu'on ait des échanges. Ok, donc on passe à la partie macro. Je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est effectivement... la sensibilité des assets en fonction des périodes inflationnistes et désinflationnistes. Voilà. Et ça, je pense qu'on... et bien évidemment, dans un monde de désinflation, on a bien vu qu'il y avait des tas de gagnants qui étaient, par exemple, les franchises, etc. Mais dans un monde d'inflation, l'histoire prouve qu'effectivement, il faut avoir de la dette. Dans un monde de déflation, c'est le cash flow qui prime. Mais dans un monde d'inflation, il faut avoir de la dette puisqu'en fait, elle se dévalorise. Je dirais, pour être même paradoxal, dans un monde d'inflation, ce sont les jeunes qui en profitent parce que les vieux sont ruinés, parce qu'ils ont généralement des obligations dans leur portefeuille, parce qu'ils ont la trouille, et donc ils pensent qu'effectivement, comme le dit Charles, c'est pas risqué, alors qu'en fait ils vont se faire rincer. Donc c'est horrible. Donc il y a des tas de changements, et on le voit bien, c'est ce qu'on lamina effectivement, le 60-40 equity bond, dans la période inflationniste, bien évidemment, on est crucifié. Donc, et on est tous un peu cathos, il faut le dire, mais quand même, on n'ira pas jusqu'à là. Et on voit bien, on est dans un monde totalement inverse. On a l'impression, mais on est en plus minoritaire, que vraiment, à cause de l'indexation, aujourd'hui, plus de 50% des fonds sont des fonds passifs indiciels. Je rappellerai simplement que moi qui ai beaucoup travaillé sur le Japon dans les années 80, le top du marché japonais s'est fait en décembre 80, au moment où la gestion indicielle était en train de faire ça. C'était le baiser, 89 pardon, c'était le baiser de la mort.
Et ensuite, le plus mauvais des gérants actifs a fait beaucoup mieux que n'importe quel fonds passif. Et aujourd'hui, quand on voit la planète entière qui est surpositionnée sur les États-Unis, surpositionnée sur le dollar, surpositionnée sur la tech américaine, on parle à des gens de quelque chose, ils disent non, mais Nvidia, Microsoft, non mais attendez, vous voyez pas quand même que les ventes quand même dans les restaurants, Nvidia, Microsoft, ça va quand même, on ne comprend pas, on a envie de dire, mais réveillez-vous, mais nous ne sommes peut-être pas de... On est trop vieux. Peut-être. Non, mais ce qui est la vérité, c'est très important ce genre d'indexation, parce que l'indexation, ça n'est que du momentum. Plus ça grossit, plus vous en achetez. Donc, si vous voulez, le momentum, ça marche, et puis un jour, ça se pète. Et à ce moment-là, c'est l'écroulement. Vous pouvez gérer de l'argent par un retour à la moyenne, c'est ce que vous et moi, on essaie de faire dans notre vie. Vous pouvez le gérer par un truc de portage, c'est-à-dire vous empruntez de l'argent en yens, et puis vous le mettez en obligation mexicaine parce que vous ne pouvez pas perdre, et puis un jour le yen monte et vous prenez. Warren Buffett disait c'est comme de ramasser des pièces devant un rouleau compresseur. Vous êtes. Et puis le troisième, c'est le momentum. Et les grands désastres historiques de la bourse se sont toujours passés après des longues périodes où le momentum a été gagnant. Donc vous savez que ça arrive, vous ne savez pas quand ça arrive, mais les conditions d'un désastre sont en train d'être réunies. Mais je ne sais pas quand il aura lieu. Et une chose importante sur ce qu'on vient de se dire, en fait, c'est qu'au final, on se rend compte qu'en Occident, et on va dire aux États-Unis et en Europe, globalement, surtout aux États-Unis, il peut y avoir de la croissance parce qu'il peut y avoir de l'énergie. Donc, c'est pas du tout interdit que les actions montent, ou du moins les actions du marché américain et pas, enfin, du marché des Américains d'Amérique, j'ai envie de dire, contrairement aux GAFA, qui sont pas des Américains d'Amérique, mais qui sont des Américains mondiaux, pendant que la monnaie se casse la figure. Et ça veut dire que tous les gens qui sont sensibles à la monnaie risquent de prendre très cher. Donc je pense aux fonctionnaires, aux retraités, aux gens dépendants des aides et aussi aux entreprises privées qui ont pour client l'État. Et inversement, et donc là, c'est bon, on va parler de l'or au niveau de cela, parce que si on n'a plus la monnaie, sur quoi on s'appuie, la piste c'est l'or. Et par contre, dans les marchés émergents, eh ben, on aura, ou émergés même pour certains, là on a des marchés de dette, de contrats qui peuvent encore être valides et qui peuvent... Donc là, je te passe la zapette pour que tu vois. Et donc là, le sujet maintenant qui nous préoccupe, c'est quel est en fait... Pourquoi est-ce que l'or aujourd'hui monte alors que globalement on s'en fichait un peu comme d'une guigne depuis très longtemps? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui justifie ce changement dans la nature de l'or? Oui, alors merci. Avant même de dire pourquoi, je vous propose de regarder effectivement ce changement qui répond à l'interrogation de Hans dans l'introduction. C'est pourquoi cette année on a l'or au plafond qui est la meilleure actif. Ensuite on a les actions et puis tout en bas on a les bonds et puis on a les comos. Donc c'est difficile comme question parce qu'il y a les quatre d'un coup. Mais peut-être regarder déjà au moins les deux premiers, c'est-à-dire l'or et les actions. Et là je vous propose de faire en 2 minutes 200 ans d'histoire. Comme ça, vous ne serez pas venu pour rien. Oui, pas du tout. 200 ans d'histoire, ça, j'ai trouvé des données sur la France avec toutes les classes d'actifs depuis, alors c'est pas tout à fait 200 ans, mais 1840, et Charles justement le mentionnait, on a travaillé là-dessus. Donc vous voyez, voilà ce qui se passe, ça c'est juste des courbes, et puis vous voyez que tout en haut c'est le bleu, c'est l'immobilier, c'est ce qui a marché le mieux. Ensuite en dessous en vert c'est les actions. En pointillé c'est assez intéressant parce que c'est le GDP nominal. Donc c'est l'indexation des salaires, hein, des revenus des ménages. Donc voilà, les ménages sont placés en milieu de course. En dessous vous avez en noir les obligations, en jaune l'or. En rouge, c'est l'inflation, donc tout ce qui est au-dessus gagne en réel. Et enfin, vous avez le cash. Et on a séparé ça en un certain nombre de périodes pour montrer justement qu'il y a des effondrements. On n'a pas idée des effondrements possibles entre les différentes classes d'actifs. Et justement, on va voir 4 périodes et on arrive à une 5e, qui est exactement ce que tu mentionnais, depuis quelques années. Donc je vais assez vite, mais... Tout le 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est la période du franc or. Donc le franc est indexé sur l'or. Et ce que vous voyez, c'est que tout monte. L'inflation qui est en rouge monte très peu. Elle passe en gros de 1 à 1,5 sur que dalle, quoi, sur presque 80 ans. Tout monte sauf l'or, évidemment, puisque le franc est indexé sur l'or. Donc il vaut mieux avoir même du cash en franc. Donc c'est la période où vous devez acheter tout sauf de l'or.
Et puis en 1914, la France est attaquée, et à partir de ce moment-là, vous avez un changement de politique radical. La Banque de France abandonne la convertibilité du franc en or et commence à ouvrir les vannes du crédit au gouvernement français. Et on arrive dans la deuxième période. Là, je l'ai calé sur 37 ans, qui couvre les deux guerres. Et là, vous voyez que c'est exactement l'inverse. D'abord, la courbe rouge, qui est l'inflation, elle passe pas de 1 à 1,5, mais elle passe de 1 à 100. Ça, c'est l'indice d'inflation. Tout ce qui est en dessous perd en valeur réelle. C'est le massacre total. Et vous voyez même que les obligations françaises et le cash français perdent 97% de sa valeur réelle. Donc moi, je me souviens de mon grand-père qui était désolé d'avoir acheté des emprunts russes, mais s'il avait acheté des emprunts français, c'était pareil. Donc, et dans cette période, c'est l'inverse de la précédente, c'est-à-dire que la seule classe d'actifs qui s'en sort, c'est l'or, qui gagne 50% en valeur réelle, mais sur 37 ans, c'est pas énorme, mais c'est quand même 50% de valeur réelle. Donc on a vraiment un effondrement. Ensuite, on a la période, disons, un peu du capitalisme industriel français, et qui dure donc de 30 ans jusqu'en 1980. Et là, ce que vous observez, période intéressante aussi, l'inflation repart quand même, à la fin, elle repart pas mal. Mais vous voyez que c'est la courbe pointillée qui est en numéro 2, et le numéro 1, c'est l'immobilier. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans cette période, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait travailler. Et avec le fruit de son travail et son épargne, il fallait acheter l'immobilier. C'est-à-dire ce qu'ont fait tous nos grands-parents. Et là, c'était l'enrichissement total. Et puis on arrive aux années 80 dans ce que vous disiez, Vincent, c'est-à-dire la période de capitalisme financier. Et là, on voit tout d'un coup qu'on a un portefeuille merveilleux que tout le monde connaît. C'est le 50-50 equity bond. Parce que vous voyez que les actions font très bien. Et la deuxième courbe, ce sont les obligations qui font quelque chose d'exceptionnel. Donc, pourquoi ? Parce que les taux démarrent en France à la période à 16,5%, elles terminent à 0. Alors, évidemment, penser que ça va encore durer comme ça pendant 40 ans et que les taux vont aller à moins 16, ça n'a pas de sens. Donc tout le monde savait bien que ça allait se terminer, cette histoire. Mais quand même, ça fait 40 ans que ça dure. Et donc il est normal que toute l'industrie soit structurée autour de ça. Et puis en plus, le développement des ordinateurs, des calculs de VAR et toutes ces choses-là, vous pétez n'importe quel portefeuille dans un système, aujourd'hui, qui va prendre 30-40 ans de données. Et en France, la plupart des compagnies d'assurance font ça. Ils ne prennent pas plus de 25 ans ou 30 ans de données. Et ils vous disent, la meilleure VAR, c'est ça, votre meilleur portefeuille, c'est ça. Problème, depuis 4 ans, 3 ans, depuis, comme vous disiez, 2020, au début 2020, c'est terminé cette histoire. C'est-à-dire que vous voyez les obligations qui chutent, l'inflation est repartie. Vous voyez qu'en France, le fruit du travail, c'est pas terrible, quoi. Donc vous voyez commencer à avoir des petits problèmes sociaux. L'immobilier aussi chute. Le portefeuille aujourd'hui, maintenant, c'est clairement le jaune et le vert, c'est-à-dire c'est l'equity gold. Donc la question de Hans, qui est pourquoi cette année on a ces situations or en premier, action en second, ça fait 4 ans que ça dure. Ça veut dire qu'en fait, on est rentré structurellement dans une période comme ça, on va certainement en discuter, mais à mon avis, l'observation, c'est qu'il y a eu un changement structurel il y a 4 ans et qu'on est juste en train de continuer. Alors quel est ce changement structurel il y a 4 ans qui fait retourner en fait les grandes tendances entre les assets ? C'est difficile à dire, mais c'est probablement, ça s'est passé par étapes. Le premier, c'est dans le fond, la destruction de la Bundesbank par la création de l'euro. Moi, vous savez, on nous a expliqué que l'euro, c'était nécessaire pour créer une Europe politique. C'était du pipeau baratin, c'était simplement les Américains qui ne contrôlaient plus le prix du temps, puisque c'était la Bundesbank qui le contrôlait parce qu'ils étaient sérieux. Donc, ils ne pouvaient pas tuer la Bundesbank. Donc, ils ont fait absorber la Bundesbank par une espèce de machin européen. Et du coup, la Bundesbank, à l'évidence, perd le pouvoir sur le temps long en 2012, pendant la crise européenne. On a d'abord liquidé la Bundesbank. Avant ça, c'était la Bundesbank qui faisait régner l'ordre, vous savez, avec toute la subtilité des Allemands, on se souvient des engueulades. Discipline. Et on se souvient des engueulades entre Karl Teppel et puis Baker, et puis Karl Teppel et le chancelier, bref. Mais les Allemands étaient bien sérieux, donc pendant des années, on a eu des taux d'intérêt réels, et puis c'est tout. Puis à partir de 2012, la Bundesbank est liquidée, donc on se précipite avec bonheur dans les taux d'intérêt négatifs. Et alors là, vous avez eu le Covid qui est arrivé en deuxième, paf. Il y a eu quand même la crise financière de 2008-2009 qui a permis de maintenir les taux bas, mais le Covid est arrivé. Et alors là, on voit quelque chose de très curieux. On voit, pour la première fois, les taux longs chinois qui se détachent des taux longs américains. C'est-à-dire que jusqu'à 2020, les taux longs chinois suivaient les taux américains. Et depuis, c'est passé ce qui s'était passé en 1974 avec le Bund qui s'était détaché du Trésor.
Donc aujourd'hui, on voit apparaître un deuxième marché qui devient le marché sans risque. C'est le 10 ans chinois. Le 10 ans chez les ATC chinois sont en train de dire, si vous voulez investir dans un marché obligataire et retrouver votre fric, c'est chez nous. La Banque de Chine est en train d'essayer de devenir la nouvelle Bundesbank. Ils sont en train d'y arriver. Donc c'est très intéressant parce que vous avez gagné plein de pognon sur les obligations chinoises. Ça s'est payé dans le marché des actions, mais les obligations chinoises, vous avez très bien gagné votre vie. Donc ça se fait par étapes. Et donc ce qui va se passer, si je comprends bien, c'est que dans le... Tiens, il marche plus. On va avoir une espèce de... Tous les privilèges du dollar sont en train de disparaître. On n'a plus besoin de dollars pour acheter son pétrole. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir vos réserves de change en dollars parce que vous pouvez les avoir dans n'importe quelle monnaie. Vous n'en avez rien à foutre maintenant du passer par SWIFT. Puisque SWIFT, c'est dans le fond donner vos informations à la CIA. Autant le faire tout de suite, quoi. Donc, si vous voulez travailler avec un pays d'à côté ou faire un accord bilatéral, comme on le voit entre la Malaisie, Singapour, etc., il y a des accords bilatéraux. Donc, à la place d'avoir un énorme ordinateur central au centre, qui était un peu comme une espèce de mainframe d'il y a 40 ans, où tout le monde avait été branché dessus, puis celui qui contrôlait le système contrôlait le tout, et tout était en dollars, on va avoir l'explosion du PC partout, et pas portable. On va avoir un système complètement décentralisé, avec des accords bilatéraux partout, et plus personne n'aura besoin du dollar pour faire du commerce. Mais ce qui pose la question des 5, 10, 15 trillions de dollars en réserve. À quoi ils vont servir ? Les Chinois cherchent effectivement à s'attaquer aux privilèges du dollar, à monnaie de réserve et de transaction. Ils ne vont pas le désinguer tout de suite, mais il faut quand même bien se rappeler, parce que quand on dit que le dollar va être attaqué est en risque, non, ça ne peut pas, c'est inattaquable. Excusez-moi, votre honneur, mais en 1920-1922, les gens vous disaient tous, effectivement, le sterling, c'est la monnaie de réserve du monde, et ça le restera pour toujours. On voit bien ce qui s'est produit quand même un petit peu après. Et à un moment ou à un autre, effectivement, le privilège, on a parlé ensuite de la liquidation des balances sterling. Ça produit. On va à un moment ou à un autre parler de la liquidation des balances dollars. C'est inévitable. Et ils retourneront aux États-Unis pour acheter des actions. Ils n'achèteront pas des obligations, ils ne sont pas fous. Ils retourneront aux États-Unis pour acheter des actions. Donc vous pouvez avoir un énorme bull market aux États-Unis des actions, accompagné par un énorme bear market des obligations. Et effectivement, quand on est banque centrale, après effectivement ce qui s'est produit, le Covid et l'Ukraine ont été des accélérateurs de l'histoire. Accélérateurs parce que déjà, dans les pays émergents, nos amis chinois ont quand même distillé un sentiment anti-occidental extraordinaire. Puis ils ont dit en substance, écoutez, on va vous aider avec nos plans, etc. Et puis nous, on ne va pas vous emmerder à vous demander de la démocratie, rendre des comptes, etc. Vous voulez tuer des gens chez vous, il n'y a aucun problème. Monsieur, au regard de Venezuela, le président si bien élu a tout de suite été félicité par les Chinois. On est dans un monde, le monde, on ne réalise pas aujourd'hui, le monde le sent en Asie, même dans des pays comme Singapour, à quel point il y a une haine anti-occidentale. C'est vrai. C'est assez incroyable, et ça passe aussi par la domination d'un modèle qui est le nôtre. La Chine passe en disant « nous avons notre propre modèle ». Le problème, c'est que la Chine elle-même fait une erreur, est en train de faire une erreur historique, c'est que la Chine s'est construite sur le modèle singapourien. Lee Kuan Yew a totalement inspiré depuis la libération de la Chine, et le modèle singapourien, c'est nous gouvernants, on fait un bon boulot, on met en place une infrastructure, on met des moyens financiers, on met un système plus ou moins légal, il n'y a pas de corruption, on vous permet de vous enrichir, mais ne venez pas nous emmerder avec ces questions un peu stupides de démocratie. Mais il faut quand même bien voir que le monde chinois, le chinois est obsédé par trois choses. Je sors le premier joker de la soirée. L'argent, toujours. Le cul, le sexe, cul, ça peut changer, mais l'argent est toujours. Et donc, si on continue, on commence à dire aux Chinois aujourd'hui, vous ne pouvez plus... Et la bouffe, oui. La bouffe, c'est très important. Oui, mais c'est 2, 3, 3, 2, ça peut changer. Mais le 1, c'est toujours l'argent. Et si on dit aux Chinois, vous ne pouvez plus vous enrichir, c'est un vrai sujet. Et M. Xi, aujourd'hui, est dans une situation qui est beaucoup plus risquée qu'on ne le croit, parce que si on dit, effectivement, vous ne pouvez plus vous enrichir, ou que si vous devenez trop riche en Chine,
vous êtes obligé de partie, on va soit vous tuer, soit vous emprisonner, etc. Regardez les grosses fortunes chinoises, sont toutes maintenant au Japon, pour Alibaba, en Australie, au Canada, aux États-Unis, mais ils n'ont pas très envie, ils sont comme les oligarques qui est à Londres. Si je peux me permettre, vous pourriez nous montrer la graphique sur la production industrielle que Louis a fait, et la consommation et l'immobilier. Bien sûr. Parce que je le trouve fascinant. Voilà ce qui est en train de se passer en Chine. Quel est le pari que fait la Chine? C'est que pendant des années, c'était l'immobilier, c'était les lignes rouges. Oui, ils étaient là. Et puis s'il arrive, et dit non, l'immobilier, vous vous enrichissez, mais si je veux dire 300 mètres carrés à Pékin, ça vous pousse d'argent, mais ça fait jamais que 300 mètres carrés. Ça fera jamais plus de 300 mètres carrés. Donc, que le prix du mètre carré monte, c'est idiot. Il faut qu'il y ait plus de logements. Donc il dit, non, la vraie richesse, c'est l'industrie. Il est probablement mercantiliste. Et voyez l'espèce de pognon qu'il est en train de déverser dans l'industrie. Et aujourd'hui, la Chine est le premier exportateur mondial de bagnoles. Et les bagnoles qu'ils exportent, c'est pas 40 ou 50 000 euros. C'est à 10 000 euros, elles sont parfaites. Donc ils sont en train de nettoyer tous les marchés en Indonésie, etc. Donc le pari de la Chine, il est là. Et si ce pari marche, il faut être bourré de valeurs industrielles chinoises qui sont données dans la rue aujourd'hui. Oui, parce que le fait est que... Mais plus l'immobilier, c'est fini. Lui. Tout à fait. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension, je pense, du système. Il y a un côté anti-chinois aux États-Unis qui est énorme. Enfin, tous les fonds de pension sont revenus à un poids sur la Chine qui est très marginal. Hein. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, comme on a fermé toutes les usines en Occident, la Chine, qui pendant cette phase de 40 ans de globalisation, la Chine a exporté de la désinflation, de la baisse des prix. Mais comme maintenant on a fermé toutes les usines dans beaucoup de secteurs, maintenant la Chine est dans une position où la capacité à imposer les prix n'est plus du tout la même. Ça va avoir un effet inflationniste également. Donc là aussi, tout est en train de changer. Mais aujourd'hui, personne ne veut surtout si le yuan se met à monter. Oui. Si le yuan se met à monter. Et on le voit bien parce que en Indonésie, vous allez en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, etc., vous commencez à voir, vous ne voyez plus de Peugeot depuis un moment, Nissan est comme ça, et vous voyez des voitures chinoises. Donc effectivement, dans toute cette partie du monde où il y a une population importante, les groupes européens, et Volkswagen en particulier, sont plantés. Oui, parce que montrer la population dans le monde, vous savez, l'espèce de rond là. Oui, et puis juste pour terminer sur illustrer ce que vous venez de dire. Donc le graphe précédent, c'était la croissance gigantesque d'exportation de voitures chinoises qui s'est faite en 3 ans. Au moment où on était en plein Covid, on n'a rien vu venir. Et puis derrière, ce que vous illustrez sur le fait que les Chinois vont exporter leurs voitures partout, et essentiellement d'ailleurs dans les pays émergents, plus que chez nous. Regardez les différences de prix sur la voiture électrique la moins chère d'accès au marché en Chine, aux USA et en Allemagne. Et c'est les mêmes voitures. Donc là, il y a effectivement un problème. Et vous vouliez voir quoi? Vous savez, l'espèce de... Ah oui, il y a moitié de la population mondiale. Oui, je vous trouve. Voilà. Voilà. Vous voyez, dans ce cercle, qui est à peu près 1500 km ou 2000 km autour de Hong Kong, vous avez la moitié de la population mondiale. Et c'est là que se passe aujourd'hui 100% de la croissance mondiale. Dans le PIB, ils ont déjà passé au-dessus de 50% du PIB mondial. Donc, c'est extraordinaire. Donc, ce que vous devez avoir, c'est des actions qui sont inscrites chez nous, qui sont à la Bourse de Paris ou à la Bourse de Zurich ou j'en sais rien, mais qui ont des positions dominantes dans ce cercle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions de ce cercle. Vous pouvez trouver des gens qui travaillent. Si vous prenez Air Liquide, Schneider, etc., ils sont là. Ils cartonnent comme des fous. Et eux, ils seront là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les 40, pour revenir à votre idée qu'on est les 30 ou 40 dernières années, toute la croissance se passait sur le continent américain. C'est fini. C'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter des valeurs américaines qui travailleraient là-dedans. Mais ça veut dire que c'est plus là où se passent les choses. Alors, pour illustrer peut-être un tout petit peu, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur l'évolution entre le Global South, comme vous disiez, j'ai quelque chose qui est j'ai une charte que je trouve qui est assez intéressant, je ne sais plus où elle est, mais qui montre ce qui se passe depuis 20 ans, en fait, depuis le début des années 2000. Et voilà. Et ce graphe est intéressant, ça va nous faire aussi le lien avec l'or, c'est que vous voyez la part du PNB mondial, des pays développés et des restes du monde.
Et donc on voit qu'on a démarré en fait la décennie, enfin le millénaire, avec une situation 80-20 ou 75-25. Et puis là, le temps a passé et en dollars, on est presque à 50-50 et en parité de pouvoir d'achat, ça a déjà croisé. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est ce que que vous évoquiez avant, c'est-à-dire que ce rapport avec le Global South qui est en train de se tendre, il est lié à ça, bien sûr. Mais ce qu'on voit aussi derrière, c'est que comme toujours dans l'histoire économique, la croissance économique, ce qui suit, c'est l'or. Donc on voit que les réserves d'or dans les banques centrales sont en train de partir aussi dans ces pays-là. Donc non seulement le marché de l'or est naturellement actif parce qu'il y a eu la destruction de valeur des monnaies fiduciaires, comme vous le disiez, mais aussi parce qu'il y a un marché actif. Parce que simplement, il va vers là où se fait la croissance. J'ai une histoire à raconter comme ça, il y a très longtemps, à Londres. Il y a un de mes amis qui travaillait à la Banque d'Angleterre qui me dit l'Union soviétique va s'écrouler. Je lui dis c'est intéressant, pourquoi? Il me dit parce qu'on voit arriver à la Banque d'Angleterre les lingots d'or où il y a le sceau du tsar. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en bas de leur réserve. C'était tout ce qu'il y avait au fond. C'est-à-dire que la Russie était en train de vendre des lingots qui avaient été accumulés sous les tsars. Et donc ils voyaient le lingot du tsar et il m'a dit ça veut dire qu'ils en ont plus. Et ben je crois que si on allait chercher à Fort Knox, je suis pas certain qu'il y a tous les lingots dont on nous dit qu'ils sont là, qui sont vraiment là, quoi. Ils sont peut-être déjà passés en Chine. Il n'y a peut-être plus 8000 tonnes, quoi. Mais c'est vrai que dans les années 30-40, l'or est passé des pays d'Europe aux États-Unis. Et maintenant, effectivement, il passe en Asie. Et le marché, comme vous l'avez très souvent mis en avant, le marché maintenant de l'or, qui devient dominant, se passe en Asie. Aussi bien pour le physique. L'or à Dubaï, c'est tout ce qui est trafic, etc., parce que ça permet d'exporter, enfin, les trafics, Dubaï est place tournante par rapport à l'Iran, l'Inde, etc. Et l'Afrique. Oui. Mais c'est vrai que... Et puis, les Chinois ont mis en place un marché, le renminbi n'est pas convertible, mais si vous avez des renminbi convertibles qui proviennent de négociations faites sur des marchés, par exemple, de matières premières en Chine, vous avez droit à des renminbi convertibles qui vous permettent d'avoir de l'or. Ça revient à avoir de l'or. Et la première, c'est le pétrole. À Shanghai, vous avez un marché futur sur le pétrole, où vous pouvez solder en or. Donc ils sont en train d'établir la parité. Vous savez que si vous regardez depuis un siècle le cours de l'or par rapport au cours du baril, c'est une grande ligne droite. Ça varie autour d'une horizontale. C'est la même chose. On a beaucoup travaillé là-dessus avec Didier. C'est l'idée que dans le fond, il y a trois monnaies. Il y a l'or, il y a le dollar, et voilà, regardez ça, je trouve ça assez rigolo. Pétrole. Oui, alors ça c'est le lien entre la monnaie fiduciaire, là en l'occurrence c'était le dollar en noir, donc c'est du cash ou c'est du T-bill capitalisé. C'est la monnaie noire, donc c'est la porteuse d'un signal, et qu'est-ce qui suit ce signal, ou qui est la porteuse et qui est le suiveur, je ne sais pas, mais autour vous avez en jaune l'or, et en orange, c'est le pétrole. Alors l'or, avant 71, on a pris un proxy qui était l'argent, mais voilà la porteuse. Donc vous voyez bien que ces trois formes de monnaie différentes, l'une c'est quelque part la monnaie thésaurisée, c'est l'épargne thésaurisée, c'est l'or. Le pétrole, c'est l'avenir, parce que de toute façon toute activité économique demande de l'énergie primaire, donc celui qui possède de l'énergie primaire possède quelque part le début de la croissance, et puis ensuite il y a les taux d'intérêt qui doivent s'ajuster à ça, et on voit bien que à la fois le pétrole et l'or suivent des cycles de même nature, donc ils sont très très liés par le fait que ce sont des matières premières, les deux. Et puis l'autre chose, c'est qu'on voit qu'il y a des oscillations en fait de longue période. Ces oscillations sont à peu près 28 ans, et ces oscillations traduisent la confiance dans le système de la monnaie fiduciaire. Donc aujourd'hui, il est absolument clair qu'une façon de voir l'effondrement de marché obligataire et le fait que les devises fiduciaires, on en suit 28 ou 29, sont toutes en train de rapporter moins que l'or, c'est la preuve qu'il y a une défiance du monde financier vis-à-vis de l'or, c'est-à-dire des valeurs réelles dont vous parliez, c'est-à-dire des titres de propriété, les titres de tête. Et là, on le voit, c'est pas la première fois que ça arrive dans le siècle, ça arrive tous les 30 ans.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très important sur ce graphique parce que on a souvent cette idée en tête que le dollar aurait perdu 95% de sa valeur au cours du dernier siècle. Vous voyez le petit billet là qui est tout bouffé au bout d'un siècle, le dollar. Et en réalité, ce graphique nous montre que non, entre 1910 et 2022, le dollar n'a pas débasé par rapport à l'or. Alors quelle est donc cette magie noire ? Eh bien, en réalité, c'est que beaucoup de gens confondent la monnaie avec soit un billet ou un dépôt bancaire, et les deux ont pour point commun qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc quand vous avez un billet dans la poche, vous financez la banque centrale du pays qui ne vous rémunère pas, et quand vous avez un compte courant à la banque, c'est la banque qui prend le taux d'intérêt à votre place. Et quand vous avez du cash à court terme, c'est-à-dire du 1 mois ou du 6 mois ou même du 1 an, à ce moment-là, vous avez de la monnaie. La monnaie, le dollar, l'euro, le je sais pas quoi, c'est le capital plus le taux d'intérêt annuel. Et quand on compose les deux, on voit qu'il n'y a aucun débasement jusqu'à aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, si on pouvait zoomer, en réalité, on voit qu'il commence à y avoir un débasement. Par contre, ce qui est critique, c'est que l'or, ça fait quelques milliers d'années qu'on est dessus, 5000 ans à peu près. Par contre, les monnaies fiat, elles ne débassent pas tant qu'elles sont vivantes, mais quand elles meurent, ça va à zéro. En quelques années, il n'y a plus rien à circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, il faut bien avoir... Quand on a ça en tête, on se dit, c'est marrant. En fait, en fonction des cycles, et là, c'est pour lancer Didier, en fonction des cycles économiques, en fonction de ce qui se passe dans le pays, l'or devient une valeur de premier ordre, ou alors ce sont la monnaie fiat du pays qui devient une valeur de premier ordre. Et là, c'est là où Didier commence à venir avec ses modèles en disant attendez, il y a un pattern, il y a des choses à voir. Ce qui est intéressant à dire, c'est que l'or, ça sert à faire le lien entre la livre sterling et le dollar quand ils sont pas prêts tous les deux. Si vous voulez, il y en a un qui meurt, l'autre qui naît, et en attendant, de 1930 à 1920 à 1945, c'est pas plus mal d'attendre avec de l'or. Faute de grive, on mangera du merle, quoi. Voilà, mais surtout, on est tranquille, ça vaudra toujours quelque chose. Et puis maintenant, en fait, les États-Unis, c'est devenu un pays biculturel. Prochaine fois que vous serez aux États-Unis, vous regarderez un billet, c'est marqué d'un côté « In God We Trust », et le côté, c'est marqué en espagnol « Papel del culo ». Vous verrez, c'est marqué. Hein. Oui, une autre façon de le dire, c'était le titre de cette slide, c'est que vous avez deux types de monnaies. Vous avez, alors ça c'est pour utiliser le langage des gens qui aiment les cryptos, mais c'est la preuve de travail ou la preuve d'enjeu. L'or est une preuve de travail. C'est même une preuve de travail réussie, puisque ça l'a été depuis l'Antiquité. Donc c'est une épargne sur du travail réussi, c'est-à-dire considéré comme réussi par l'ensemble de la communauté. C'est une preuve de travail. Et toute personne qui a une pièce d'or dans la main sait que quelqu'un a dû travailler dur pour l'acquérir. Et d'ailleurs, c'est très très difficile d'aller chercher de l'or. Pour trouver un gramme d'or, il faut à peu près aller piocher une tonne de minerai. Donc c'est beaucoup de travail. Et par contre, vous avez en face la preuve d'enjeu. Et la preuve d'enjeu, c'est simplement le prince. C'est le prince qui imprime un billet et qui dit bon, maintenant c'est le billet, vous allez l'utiliser. Et pourquoi vous allez l'utiliser ? Parce que je suis le prince d'une communauté qui est puissante, qui a une armée, et donc qui impose cette monnaie comme utilisation, en tant qu'utilisation. Donc il y a cette bataille entre la preuve d'enjeu et la preuve de travail. Et si aujourd'hui nous avons les monnaies preuve d'enjeu qui sont en train de se débaser par rapport aux preuves de travail, c'est quelque part le signal que nos princes n'ont pas très bien géré la monnaie. Et vous avez parlé des crypto-monnaies, et c'est vrai qu'effectivement, alors c'est peut-être une question... Oui, non, mais vous également. C'est peut-être une question de vénération. C'est vrai que nous, les vieux couillons, les vieux crabes, on a envie de se dire quand même, effectivement, l'or, ça représente quelque chose, ça fait des milliers d'années que ça dure. Les crypto-monnaies, on a bien vu l'engouement qu'on a eu, parce que le Bitcoin est une construction très intelligente. 21 millions de jetons, on est à peu près à 20 millions. Donc effectivement, c'est formidable. Le Bitcoin est une construction et la blockchain est vraiment une chose formidable. Le problème, c'est que des monnaies, on peut en créer autant qu'on veut. On peut avoir Charles Coin, Didier Coin, on peut en créer autant qu'on en veut. Donc effectivement, quelque part, le marché, la hausse que l'on a eue sur les crypto-monnaies depuis le début de l'année, et le Bitcoin en particulier, montre bien que quand même, les jeunes générations se sont dit, effectivement, il faut se défier de la monnaie. C'était accéléré par le fait qu'on a eu des ETF, et c'est aussi, à mon avis, la faiblesse du système, c'est qu'il y a un marché sur les bitcoins, mais c'est un marché aujourd'hui, le marché des ETF, il est sur des produits dérivés, il n'y a pas un échange
Quand on va être à presque 21 millions de bitcoins, qui est-ce qui va faire un prix du bitcoin? Donc, à mon avis, on est en train de faire une construction sur un château de sable, peut-être qui montera à 100 000, 200 000 $, je n'en sais rien. En tout cas, pour des gens comme nous, c'est difficile, pour moi en tout cas, c'est difficile d'avoir ça. Mais ça traduit quand même, le fait qu'il y ait des acheteurs de ça, traduit bien le fait que beaucoup d'investisseurs ou de gens qui ont une épargne se disent le papier-monnaie fiche le camp. C'est quand même un élément important. Alors, juste une chose sur le Bitcoin, en fait, quand vous dites qu'on peut créer autant de crypto-monnaies qu'on veut, oui, mais en réalité, c'est à mettre en parallèle des monnaies en preuve de travail. Et d'ailleurs, preuve de résultat, c'est mieux, on a discuté, mais en fait, c'est pas de la preuve de travail, parce que vous travaillez ou vous travaillez pas, le monde s'en fiche. Ce que le monde mesure, c'est le résultat. Et si vous avez une pioche magique qui vous permet de piocher 1 gramme d'or toutes les 5 minutes sans faire les efforts qu'il faut pour remuer une tonne de terre, bah, l'or vaudra la même chose. Mais en réalité, sur Bitcoin, c'est la même chose que les monnaies physiques en preuve de résultat. Pourquoi l'or, c'est une monnaie en preuve de résultat, mais les coquillages aussi, les pointes de flèche, le sel. Et en fait, je peux créer une infinité de monnaies en preuve de résultat physique. Et il se trouve que la nature a voulu, l'émergence spontanée a fait que c'est l'or qui est ressorti de ce processus. Et bien en fait, Bitcoin c'est pareil. Vous ne pouvez pas copier Bitcoin parce qu'il y a le même processus de sélection avec les réseaux, l'effet Metcalfe, l'effet de réseau, etc. Donc, mais ça, je voulais qu'on en parle après parce que j'aurais voulu qu'on en... Ce que je trouve intéressant dans cette décision, c'est la première fois qu'il y a une tentative de créer une monnaie qui ne soit pas appuyée sur un État. Oui, c'est sûr. Ça, c'est une nouveauté, parce que d'habitude, si vous voulez, la monnaie, vous étiez forcé de vous en servir, ou alors on vous coupait la tête et on vous étripait de place de grève. Donc, c'était pas vraiment un choix. Tandis que là, je suis fasciné de voir une monnaie émergente. Et j'en avais discuté avec Milton Friedman, qui m'avait dit, dans le fond, ce qu'il faut, les banquiers centraux sont nuls, ça tout le monde le sait, et il faut simplement ouvrir un ordinateur, le programmer pour que la masse monétaire augmente de 3% par an, jeter la clé dans le Pacifique, et ensuite, démerder ziziche, c'est le marché qui fixe les taux d'intérêt, etc. Et c'est exactement le Bitcoin. Donc ça veut dire que j'avais parlé de ça il y a 30 ans à Milton Friedman, et il m'avait décrit ce qu'allait être le Bitcoin. Et je trouve ça fascinant de voir une monnaie, et pour qu'une monnaie comme ça marche, si curieux que ça paraisse, il faut qu'elle serve à rien. L'or, ça sert à rien. À rien. Vous pouvez voir peut-être un petit peu, mais industriellement, ça sert à rien. Et la beauté du Bitcoin, c'est que ça sert à rien. Et donc, les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut que ça serve à rien. Parce que si ça sert à quelque chose, comme l'argent, vous avez le cycle industriel qui se met dessus, vous ne comprenez plus rien. Mais parce que l'or, ça sert à rien. J'ai converti Charles, et justement, Vincent, je voulais encore qu'on en parle après, parce que pour qu'on échange là-dessus. Mais là où je voulais renvoyer Didier, en fait, c'est que il y a une des 3 courbes quand même, c'est le pétrole. Et on est tenté de se demander, mais qu'est-ce que le pétrole vient faire dans des histoires monétaires ? Et la réalité, c'est que globalement, là où Didier peut intervenir, c'est que l'énergie, la croissance, c'est de l'énergie transformée. Et en fait, soit vous faites confiance aux souverains pour transformer l'énergie, aux Américains, soit vous faites confiance en personne et on se rabat sur l'or. Mais il y a une nature énergétique quelque part aux monnaies, à la valeur, pour transporter la valeur. Tu veux de la nature énergétique de l'or ? De la monnaie. De la monnaie. La monnaie en tant que telle et qui se décline en or et en fiat. Il y a deux modalités. Que le pétrole est une forme de monnaie. Oui, tu veux dire c'est ce graphe. En fait, c'est ce graphe qui te montre qu'en fait tu peux voir 3 formes de monnaie. Tu peux même voir 4 en intégrant les bonds, parce que les bonds gouvernementaux c'est une forme de monnaie. Simplement, elle est un peu reportée dans le temps, donc elle capture le temps en plus. Et effectivement, on voit qu'elles se suivent. Elles doivent se suivre. Bon, de toute façon, un système économique a besoin d'une monnaie. Donc, alors ça, c'est assez amusant parce que j'ai un de tes amis d'ailleurs qui est dans les, qui fait des, comment on appelle ça, des jeux, qui est dans le gaming. Et donc, il m'avait dit, c'est très marrant, on a lancé un jeu, etc. Et on a créé une monnaie dans le jeu. Et puis, on s'est rendu compte que les joueurs, au bout de 6 mois, ils n'utilisaient pas la monnaie qu'on avait créée pour le jeu. Et ce qu'ils utilisaient comme monnaie, c'était je sais pas quoi, ils avaient des épées ou des casques, je sais pas, ils se faisaient des batailles dans ce jeu électronique. Les joueurs, spontanément, avaient décidé que c'était l'épée la monnaie. Parce que l'épée gardait mieux la valeur que les coins qu'ils avaient eux-mêmes créés, qui avaient été mal conçus dans le système. Et donc vous aviez une émergence d'une monnaie qui était une épée. Alors ils n'utilisaient pas l'épée pour se battre dans le jeu, ils l'utilisaient pour thésauriser leur valeur. Donc ça veut dire qu'un système économique a toujours besoin d'une monnaie, quoi qu'il arrive, et que s'il y en a une qui fait défaut, il va chercher l'autre. Donc nous on regarde toujours comme ça, on regarde la compétition entre les monnaies. Et comme Charles disait aussi, ces monnaies
L'or fait partie de la monnaie décentralisée. L'or et les actions sont décentralisés, les bills et les bonds sont centralisés. Donc il y a vraiment une opposition quasiment politique là-dedans. Et dans les monnaies décentralisées, donc on s'est amusé, je ne sais pas si j'ai mis le graphe, voilà, à regarder un portefeuille 50-50 centralisé, c'est la courbe noire aux États-Unis, et 50-50 décentralisé, c'est la courbe bleue aux États-Unis. Donc vous avez d'un côté equity gold, et de l'autre côté vous avez T-bond, T-bill. Voilà, et puis vous voyez ça sur très longue période, je ne sais plus qu'on est remonté à quoi, 1917. Bon. Et puis ensuite, vous regardez cette compétition, vous faites le ratio des deux, et puis vous regardez celle qui est en train d'accélérer. Voilà. Et celle qui est en train d'accélérer, elle est en train de montrer comment on calcule l'accélération. On calcule sur une différence entre 1 an et 7 ans. Donc si la tendance à 1 an est plus forte qu'à 7 ans, c'est qu'il est en train d'accélérer. 7 ans, c'est le cycle long, 1 an, c'est la tendance courte. Donc pour capturer la dynamique, on regarde si la tendance courte est plus forte ou plus faible que la 7 ans, c'est dans la Bible. 7 ans, voilà, 7 Il y a ans. les vaches maigres et les vaches grasses. 7 ans, la raison pourquoi 7 ans, c'est pour ça la charte, pourquoi 7 ans, c'est dans la Bible. Et voilà, et si vous suivez ça, vous obtenez la courbe rouge. C'est-à-dire que vous arrivez à passer, en fait, des monnaies ou des actifs centralisés aux actifs décentralisés avec des règles de décision assez simples, qui sont juste des règles de qu'est-ce qui est en train de prendre le dessus dans cette compétition. Et ce qui apparaît aujourd'hui, totalement clairement, c'est que, encore une fois, comme on avait vu sur les 200 ans d'histoire de la France, ce sont les décentralisés qui gagnent, mais largement. Donc en fait, on est entré dans une période d'actifs décentralisés, ce qui, à contrario, montre que les actifs centralisés ont un énorme problème devant eux, ce que vous aviez évoqué tout au début de la discussion. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on voit equities plus gold. Ça veut dire qu'il y a de la croissance dans un État qui est en perte de vitesse parce qu'il est en train de sacrifier sa monnaie. Donc, il est en train de sacrifier sa souveraineté. Et habituellement, moi j'ai l'impression, on en a un peu parlé, c'est que ça se passait pas trop comme ça, parce que globalement, quand un État perdait de sa souveraineté, il y avait souvent des guerres qui allaient avec, et on faisait tout péter. Donc quand il n'y a plus d'usines, forcément la croissance va beaucoup moins bien. Mais en Turquie, où j'ai eu l'occasion d'aller faire un peu de business, on voit les commerçants, c'est-à-dire les gens du privé et les salariés des gens du privé qui gagnent très bien leur vie et qui arrivent à faire 4-5% de croissance par an, pendant que les gens dépendants à la monnaie sont en train de crever dans les rues, parce qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat qui est assez extraordinaire. Et ça, c'est peut-être un nouveau modèle. Du coup, vous avez fait un article aussi là-dessus, Charles. C'est de dire, mais quel est ce monde dans lequel on détruit les États sans détruire le capital ? C'est un modèle assez rusé, assez difficile, mais comme vous l'avez dit fort justement, le problème, c'est la guerre. Bombs are bad for bonds. Si je me permets, à partir du moment où les bombes tombent, il est rare que les marchés obligataires montent. Et c'est là où on est. Mais ce que dit Didier est extraordinairement important, c'est-à-dire cette histoire d'actifs centralisés contre décentralisés. C'est un élément extraordinairement important. Ça, si vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui est possible. Vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous ne comprenez rien. Et puis vous endormez en 1990, vous vous réveillerez en 2030, vous ne comprendrez rien. Nous sommes dans une période de changement politique qui vont faire sauter toutes nos monnaies. À chacune de ces grands changements, vous avez 2 ou 3 des grandes monnaies qui ont sauté. Le franc français dans les années 1790, le Deutsche Mark, le rouble, etc. dans les années suivantes. Et là, maintenant, la question, c'est lesquelles vont sauter. Moi, on peut prendre des paris, mais je sais qu'il y en a qui vont sauter. De ces grandes monnaies, c'est certain. Moi, mon pari, c'est l'euro. Parce que c'est un tel Frankenstein financier que je ne vois pas où il s'ouvrirait, mais... Et est-ce qu'on peut voir un lien? Avant, les guerres, c'était surtout pour prendre des ressources. Donc en 14, quand on s'intéresse vraiment à l'Alsace et la Lorraine, bon, pourquoi pas. En Ukraine, on peut suspecter qu'il y ait quelques transactions d'arrière-cour avec des prêts qui soient collatéralisés éventuellement par des contreparties foncières le jour où le prêt ne serait pas remboursé. Je ne sais pas, mais ça me semblerait logique. Est-ce que le fait que bombarder la Silicon Valley, ça n'a aucun intérêt parce que ça ne permet pas de choper Apple, ça a un lien avec cette histoire où globalement, maintenant, on peut détruire les États sans détruire le capital? Non, je crois qu'il y a autre chose, c'est qu'autrefois, vous savez, c'est une vieille plaisanterie, c'est que les guerres, ça servait aux vieux messieurs à envoyer les jeunes hommes à se faire tuer pour garder les femelles. C'était le but principal des guerres. Je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais il n'y a plus de jeunes hommes. Il n'y a plus personne à les faire tuer. Si vous voulez, en Italie aujourd'hui, un petit enfant a 4 grands-parents, vous me direz c'est pas bien étonnant, mais il est seul petit enfant de ses 4 grands-parents.
Ça veut dire, vous vous rendez compte ce que ça veut dire si on le fait tuer? C'est pas acceptable. Si vous en aviez 6 ou 7 autrefois, il y en a un qui passait à la trappe ou deux, bon. Donc je veux dire par là, c'est que je me demande si dans une période de croissance démographique très forte comme ça dans laquelle on rentre, il peut y avoir des guerres. Et la même chose en Chine, Charles, peut-être. Et le même problème en Chine. Il y a le même problème en Chine. Mais alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a des tas d'immigration chez nous qui ont plein d'enfants. Et donc c'est un de nos problèmes, c'est que c'est pas simplement que ce soit des civilisations différentes, c'est qu'ils ont des natalités différentes. Donc ça va amener des problèmes aussi. Et ça va pas aider à la société à devenir plus stable. Donc il faut retourner vers l'élément le plus petit, l'individu. C'est essayer de parier sur acheter des obligations de la Commission européenne, ça me semblerait d'une imbécilité totale, parce que d'ici quelques temps, ça ne vaudra rien. L'illustration de ce graphe, c'est le portefeuille Brown, c'est-à-dire qui a été inventé par le Harry Brown il y a, je sais pas, une cinquantaine d'années, et qui dit qu'un portefeuille permanent, stable, c'est 4 quarts, avec un quart d'action, un quart d'obligation longue, un quart de cash et un quart d'or. Donc déjà, à l'époque, il avait dit, si vous faites ça, vous aurez une super stabilité. Bon, et il a raison. On l'a réétudié en tous les sens, la stabilité est remarquable. Alors, deux remarques. 4% réel partout. Oui, alors peut-être, je vais peut-être montrer un ou deux graphes là-dessus avant d'arriver à la guerre. Voilà, ça c'est le portefeuille Brown aux États-Unis. Et en face, en dessous, en pointillé, vous avez inflation plus 4% par an ou plus 4,3%. Vous voyez que ce portefeuille de stabilité extraordinaire, il vous rapporte inflation plus, donc voilà. Donc, ce portefeuille est très très intéressant pour ça. Et puis en plus, il marche partout. Alors, à étudier sur tous les pays du monde, il marche partout. On prend les indices locaux. Donc, c'est l'indice de stabilité. On a beaucoup travaillé dessus avec Charles parce qu'on cherchait dans les marchés un invariant. Parce que ça, c'est une démarche scientifique. Vous cherchez toujours quelque chose qui ne varie pas en sciences. Toutes les équations de mathématiques, c'est à gauche, c'est très compliqué, f de blablabla, et à droite, c'est égal 0. C'est toujours un invariant. C'est ça, les mathématiques, voilà. C'est un 0. Donc, on cherchait le égal 0. Et en fait, ce portefeuille a l'air de ressembler à l'égal 0. On a fait beaucoup de travail au-dessus, et puis vous avez écrit un livre dessus qui va sortir. Mais c'était juste pour arriver au fait qu'en France, vous voyez, là, on remonte très loin, on remonte à 1840. Il vous fait inflation plus 3. Il fait un peu moins bien que les 50 dernières années ailleurs, mais inflation plus 3, inflation, quels que soient les moments, quels que soient les systèmes monétaires, sauf les guerres. Donc les guerres détruisent monstrueusement, ils détruisent le capital fixe, ils détruisent l'épargne. Donc c'est la preuve que le risque majeur dans toutes ces choses-là, c'est la destruction ce sont les guerres sur son territoire, parce que c'est là où ça détruit, et c'est lié à quoi ? C'est lié à l'effondrement des actifs centralisés. C'est ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que les bonds et le cash perdent 97-100% de sa valeur. Et si vous avez de l'or, au moins, quand vous avez un portefeuille Brown, vous avez 25% en or tout le temps. Donc il vous reste un quart de ce que vous aviez, c'est mieux que rien. Mais les chiffres montrent qu'aujourd'hui, les familles office au niveau mondial n'ont même pas 1% sur l'or. Ils ont rien. Et ils ont 35% sur le private equity. Si on est un peu contrarien, on sait où est-ce qu'on a envie de mettre de l'argent d'un côté, où est-ce qu'on n'a pas envie d'en mettre de l'autre. Et puis surtout, je vois pas comment le private equity qui est censé donner du 12 ou 13%, ils vont pas, le moment où les gens auront besoin d'argent, le private equity, il va retourner à sa vraie valeur. Ce que dit Warren Buffett, c'est l'escroquerie la plus importante qu'il y ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité, le private equity. Et vous avez raison sur le 1% ou 2%, parce que ce qui est tout à fait surprenant pour un gérant dans le portefeuille Brown, c'est qu'il vous affirme qu'il faut un quart d'or dans votre portefeuille. Si vous voulez atteindre la sérénité, il vous faut un quart d'or, 25%. C'est absolument gigantesque. Et en fait, la plupart des gens se disent, mais un quart d'or, c'est complètement fou, parce que ça a une volatilité de 20%. Alors, les actions, c'est peut-être 15 ou 16, et puis les obligations, c'est 8-10. Et le cash 0. Donc pourquoi aller mettre un quart d'un truc qui est à 20% et qui ne rapporte pas d'intérêt? Or, c'est la condition nécessaire pour stabiliser ce portefeuille. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'atteignez jamais ça. Vous n'atteignez jamais ça. Un petit quiz, qui est-ce qui a 25% d'or dans ton portefeuille? Moi. Et d'ailleurs, si vous êtes le contrarien des contrariens, vous pouvez dire oui, mais si Bitcoin a vocation à prendre une part significative du rôle de l'or, puisque c'est une monnaie en preuve de résultat décentralisée, et comme Bitcoin c'est, on va dire 1 trillion de market cap, et que l'or c'est 15 millions, dans votre 25%, vous mettez 1/15e de Bitcoin. Parce que le 15e, il va peut-être vous faire voilà.
La culbute. Ce qu'il faut surveiller sur le Bitcoin, c'est le cône de baisse de la volatilité. Parce qu'au fur et à mesure que le Bitcoin est accepté, la volatilité va baisser. Et quand la volatilité sera la même que celle de l'or, ben vous pourrez dire, ça y est, c'est fini. Il sera adopté. Il sera adopté. Et en attendant, vous pouvez prendre tout le spread et un 15e de 25%. Ce serait dommage de s'en priver. Oui, oui. Alors ça, c'était juste pour revenir sur ce fameux portefeuille Brown et pourquoi il a cette stabilité extraordinaire. Nous, la façon dont on gère, c'est on gère à partir de ça. C'est à partir de ça qu'on va aller chercher ce que vous expliquez macroéconomiquement. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus d'action ou pas ? Est-ce qu'on rentre dans un monde qui est favorable aux actions et inflationniste ? Bon, à ce moment-là, voilà ce qu'on va faire, etc. Donc on va aller regarder chacune de ces poches pour aller dire est-ce qu'il faut en mettre un peu plus ou un peu moins que le quart là, du Une autre façon du de faire, camembert. c'est de dire, bon, l'or et les obligations, ça va jamais ensemble. Ils sont à l'opposé, ou il y en a un qui monte ou l'autre. Donc, si les obligations montent, il ne faut pas avoir d'or. Mais si l'or monte, il ne faut pas avoir d'obligations. Donc, à la place d'avoir un quart, vous pouvez avoir un tiers, en choisissant entre l'or et les obligations. Et c'est rigolo parce que ça vous augmente la performance d'à peu près 1,5% sur le long terme. Mais moi, je suis bien placé pour parler, parce que comme effectivement, la notion effectivement d'antifragile que vous avez développée, qui est vraiment intéressante, en fait, finalement, le 60-40 que l'on a eu pendant la période de désinflation, c'est effectivement, on a merveilleusement gagné sur les obligations, parce que d'une part, on avait toujours le coupon de l'obligation, et en plus, comme les taux d'intérêt n'ont fait que baisser pendant 40 ans, c'était un bon boost pour le portefeuille, et effectivement, quand le marché d'action était bon, c'était merveilleux. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le cheval qu'il ne faut plus jouer. Et il faut avoir, dans le 60-40, il faut avoir effectivement des actifs réels qu'on ne peut pas imprimer, que les banques centrales ou que les gouvernements ne peuvent pas imprimer, dont l'or, bien sûr l'immobilier, mais bon, l'immobilier, il y a aussi des questions de taux d'intérêt, peut être taxé, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, la configuration de l'actif d'un portefeuille antifragile, qui est une notion vraiment intéressante développée par mes petits camarades ici, est une notion qui permet d'avoir une stabilité, mais les portefeuilles aujourd'hui, me semble-t-il, des grandes institutions et des grands family office ne sont pas du tout par rapport à ce que nous aurions, enfin, en tout cas ce que nous faisons pour nos propres picaillons, me semble-t-il. Oui, absolument. Et là, quand vous regardez ces 4 cadrans, vous savez, c'est quelque chose qu'on a développé en 78, donc ça fait un petit moment qu'ils sont là. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les actifs qui sont à la droite ici sont des actifs. Si vous tombez sur le pied, ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des vrais trucs, quoi. C'est des actifs, quoi. Voilà. Et puis à gauche, vous avez un système qui a été développé et Musk appelle ça l'operating system du capitalisme. C'est-à-dire que ça n'a pas de réalité. Ça mesure le temps, ça mesure la valeur, ça donne un instrument de mesure de valeur, mais c'est des concepts tout ça. Il n'y a pas de réalité. Donc la vérité, c'est que vous avez à gauche des idées fausses, et à droite des réalités. Et vous mesurez la droite avec la gauche. Ce qui fait que c'est un drôle de truc. Et c'est pour ça que le capitalisme est de temps en temps soumis à des grandes crises. Quand le pouvoir politique prend le contrôle de la partie gauche, et bien à ce moment-là, le système ne marche plus. C'est un truc très curieux, c'est de comprendre qu'il y a ce qu'il y a à gauche, ça a un prix et ça n'a pas de valeur, et ce qu'il y a à droite, ça a de la valeur et ça n'a pas de prix. Et vous arrivez aux deux en les mélangeant. Oui. Et ce que les médias et les hommes politiques n'ont pas compris, aujourd'hui, on le voit bien, on vit en France, donc comme disait Gorbatchev, c'est mieux la France que c'est le seul pays où le communisme n'a pas totalement échoué. Et c'est vrai que nous qui vivons en France, on est le cas typique où en fait il y a une mauvaise allocation de la dette. L'argent a servi à payer des fonctionnaires. Si l'argent avait servi à être investi pour le futur, mais ce que l'on a eu depuis 30 ans dans les grands pays développés, c'est effectivement, ce n'est pas un excès de capitalisme, c'est un excès de statisme et d'intervention en fait de l'État dans un état de secteur qui ont permis à des gens qui étaient plus efficaces d'être encore en survie. On l'a vu au Japon avec les zombies, mais finalement, l'argent à taux zéro que l'on a eu mis en place par les banques centrales occidentales, ça a permis effectivement d'avoir des tas de secteurs qui sont zombies et de protéger. Ça fait que nous n'avons plus, ce qui est la base du capitalisme, effectivement l'efficacité. Les mauvais, ils crèvent. J'y peux rien, c'est pas gentil, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Ça s'appelle la création destructrice. Le bon vieux Schumpeter. Hein. Et dans ces 4 cadrans qui ont été inventés par Charles il y a en 78, donc vous voyez qu'il y a 2 facteurs principaux que l'on suit, c'est l'inflation et la croissance. L'inflation et la croissance. Et ça va complètement vous déterminer les rallyes sur les actions et les catastrophes. Bon, les rallyes, c'est quand vous avez une croissance désinflationniste, parce que la croissance fait monter les profits, la désinflation fait monter les price earnings. Donc c'est le double rallye, quoi. Et puis la catastrophe, c'est la stagflation. Donc c'est l'inflation qui monte et la croissance qui baisse. Aujourd'hui, pardon, oui. C'est rouge. Ouais, c'est le rouge. Ça, c'est l'horreur. Et donc pour revenir au début, c'est la question. Aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est que la croissance, ça va. Alors il y a beaucoup de discussions sur la croissance mondiale, etc. Mais nous, ce qu'on mesure en tout cas, c'est que la croissance, ça va. Par contre, et l'inflation en plus est en train de baisser. Maintenant, vous avez évoqué une bonne question, c'est l'inflation. J'ai peut-être un graphe sur l'inflation pour vous montrer. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si on mesure mois après mois, l'inflation est en train de baisser. Partout dans le monde. Nous, je vous parle globalement, dans le monde. Maintenant, un graphe de l'inflation, pour bien le voir, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'inflation d'aujourd'hui aux États-Unis, et puis c'est l'inflation avec un décalage, je ne sais plus combien de mois ou d'années. Ça date de 72. Voilà, de 48 ans. Donc voilà. Donc en fait, je pense que il est évident, vous voyez la courbe bleue, elle a baissé. Donc on est en période désinflationniste. C'est pour ça qu'on a un rallye des actions. On a à la fois une bonne croissance et une désinflation, donc les actions s'envolent. Tant qu'on est là, tout va bien, il n'y a aucun problème. Le risque, c'est la courbe rouge, ce qui s'est passé il y a 48 ans. Donc le risque, c'est qu'on ait un rebond, et il y a peut-être des raisons de le penser, mais ça, c'est autre chose, c'est un débat d'économie. Vous devriez montrer la différence de performance quand l'inflation accélère. Ah oui, alors... Parce que ça, c'est absolument spectaculaire. Voilà, alors vous avez... aux États-Unis, par exemple, si vous n'investissez que quand l'inflation ralentit, vous suivez la courbe bleue. Et si vous n'investissez que quand l'inflation accélère, vous suivez la courbe rouge. Donc vous pouvez gagner de temps en temps, mais disons que vous n'êtes pas sur la bonne pente là. Et si vous le voulez voir sur l'ensemble des pays, vous avez, là on a pris 40 pays, et les petits points rouges, c'est quand l'inflation accélère, voilà le rendement, et puis les petits points verts, c'est quand l'inflation décélère. Et vous voyez que vous avez vraiment 2 clusters. Ça veut dire que vous avez tout à fait à gauche quand l'inflation accélère, et partout dans le monde, ça pèse sur le rendement des actions, significativement. Et puis inversement, si l'inflation décélère, vous êtes complètement à la partie droite. Donc il y a une réalité statistique profonde à l'accélération ou la décélération de l'inflation. Et aujourd'hui, on est en décélération. Maintenant, le aujourd'hui, on est en décélération, ne dit strictement rien de ce qui se passera demain. Et donc les gros débats, c'est, ok, ça a décéléré, mais est-ce qu'on va aller en dessous de 2%, etc. Et là, il y a beaucoup d'économistes qui disent c'est peu probable pour des tas de raisons. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut le suivre au mois le mois, cette histoire. Parce qu'il y a peut-être, si l'inflation doit repartir, on va voir cette remontée. Et c'est là où on risque d'avoir un gros problème sur les actions. Mais pas sur l'or. Mais pas sur l'or. Mais Didier, on est tout à fait d'accord. Mais il est évident que si M. Trump est élu, ou même peu importe le résultat de l'élection américaine, de toute façon, on a plus de taxes en importation, etc. Ça veut dire qu'aux États-Unis, le consommateur va quand même être un petit peu le couillon, parce qu'il va le payer sous une forme de plus cher. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, la Chine, qui pendant 40 années s'est retrouvée à se voir imposer des prix, parce qu'ils n'avaient pas de capacité à fixer les prix, maintenant qu'ils ont tué quasiment tout le monde dans des tas de secteurs industriels, ils ont une capacité pour imposer les prix. Ce ne sont pas des grands philanthropes. Donc effectivement, on a des tas d'éléments qui, je pense, sont de manière patente en faveur d'une reprise plutôt d'une inflation sous-jacente. Ayant dit cela, si c'est le cas, moi je suis quand même frappé parce que il y a au niveau bilanciel, dans certains secteurs industriels, etc., le coût de renouvellement de l'équipement, vous avez dans votre matériel, vous avez en immobilisation 100, mais le nouveau coût va être 120, 130, 140, 150. Donc l'impact sur les résultats réels d'un monde qui passerait à plus d'inflation, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui, tous les analystes, etc., il n'y en a pas un qui sache ce que c'est que l'inflation. Pas un. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a quand même des mismatchs, à mon avis, considérables à venir dans les valorisations à cause d'un certain nombre de phénomènes techniques importants.
Il y a un point, Didier, où je voulais t'emmener aussi, et avec Charles, c'est que ce portefeuille GAFCAL qui est en train de mûrir, il est basé sur l'antifragilité de certains assets. Et souvent, l'antifragilité, on la présente comme ça monte quand les autres baissent. Et souvent, on pense à l'or. Mais en réalité, il y a plusieurs natures d'antifragilité. Et on peut les recroiser avec l'or, la monnaie et les equities. Et c'est pour ça que je voulais que, si vous pouvez nous en dire plus sur les trois natures de l'antifragilité. L'antifragilité, en fait, si on prend la définition de Nicolas Nassib Taleb, c'est l'antifragilité d'un objet, c'est un objet qui se porte mieux s'il est soumis à des stress. Voilà, c'est aussi simple que ça. La plupart des objets tous les objets qu'on manufacture, à peu près, sont fragiles. C'est-à-dire que leur plus haute valeur, c'est quand ils sortent d'usine. Et puis une fois qu'ils sont sortis d'usine, ils vont être soumis au stress de leur existence, de leur vie, et donc ils vont perdre de la valeur. Donc tout ce qu'on manufacture à peu près, peut-être à part le vin, puisqu'il va prendre de la valeur vieillissant, le fromage peut-être, je ne sais pas, mais la plupart des objets perdent de la valeur sous stress. L'antifragile, c'est un objet qui va gagner de la valeur en période de stress. Alors ça, c'est très intéressant comme concept, parce que c'est un concept même philosophique. Par exemple, notre cerveau, c'est un organe antifragile. Si vous soumettez votre cerveau à du stress, c'est-à-dire de l'excitation, de l'observation, on se balade dans le monde, on rencontre des gens, on est soumis à du nouveau, à du stress. Pas chez les hommes politiques. On va progresser. Donc c'est une définition extrêmement intéressante. Vous pouvez voir la différence entre un programme et de l'IA, c'est ça. Un programme, c'est fragile, il va faire tout le temps la même chose, et donc un jour, il va faire un bug et il va s'arrêter. L'intelligence artificielle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus elle va être soumise à du stress, on va lui envoyer des informations, elle va tourner, plus elle va acquérir de puissance. Donc on est dans l'antifragilité. Évidemment, appliqué au marché financier, il y a un certain nombre il y en a très peu, finalement, d'actifs qui sont antifragiles, et dont l'or, dont les obligations d'État sous certaines circonstances, c'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez aussi quelques matières premières, et puis vous avez, par exemple, le sucre est antifragile, voilà. On peut essayer de le comprendre pourquoi aussi. C'est quand il y a un grand stress sur le sucre, ça veut dire que tout d'un coup, il manque de sucre, et quand il manque de sucre, dans les pays du Maghreb, il faut aller acheter du sucre. Si c'est le ramadan, c'est à n'importe quel prix. Donc ça part sec. Et puis vous avez la façon de créer l'antifragilité, c'est par la stratégie. Donc quand vous faites une stratégie d'investissement, vous arrivez à créer synthétiquement de l'antifragilité. Par exemple, vous mettez long de CAC, short de DAX. Vous voyez, des choses comme ça. Vous faites des longs shorts ou vous faites des stratégies d'allocation. Et là, vous pouvez créer une antifragilité. Ça veut dire que vous créez une stratégie de portefeuille qui va finalement, qui va gagner de la valeur dans le stress. Alors, l'énorme intérêt de gagner de la valeur dans le stress, ça veut dire que ça ne va pas gagner à chaque fois. Mais ça veut dire que si votre valeur baisse, vous avez intérêt, par exemple, vous achetez de l'or, et si l'or baisse de 10%, vous avez intérêt à acheter de l'or, parce que ça veut dire que dans les mêmes circonstances de probabilité, l'événement contraire vous fera remonter de 12 ou 13. Alors que si vous êtes sur les actions, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les actions, si elles baissent de 10%, ces actifs fragiles, quand elles vont remonter de 8. Le stress détruit les actions. Et on le sait très bien, le VIX monte, les actions s'écroulent. Donc quand vous voyez un marché qui s'agite dans les actions, il faut en sortir. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Par contre, l'or, non. C'est l'inverse. Donc, ce qui veut dire quelque chose de très important, ce qu'on essaye de faire à Paris, avec Didier, etc., c'est de considérer le portefeuille comme un écosystème. C'est-à-dire, on essaye de bâtir un portefeuille où les parties se répondent les unes aux autres, de façon à éviter, dans la mesure du possible, les dérapages très forts. Et c'est extraordinaire, ça fait 50-60 ans que je suis dans ce métier. La construction de portefeuille est quelque chose où il n'y a, pour ainsi dire, aucune recherche. Toute la recherche est faite pour savoir sur les trucs que vous mettrez dans le portefeuille. Mais l'effet qu'ils auront les uns sur les autres, tout le monde s'en fout. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que c'est fou le boulot qu'on fait avec l'idée. On trouve qu'il y a des trucs qui marchent. C'est-à-dire, il faudrait dépenser plus d'argent sur la recherche, sur la construction de portefeuille, parce qu'il y a vraiment des recherches qui sont à faire, on trouve des trucs étonnants, et tout le monde a l'air de s'en foutre, sur la mesure du risque, etc. Donc pour moi, c'est une vraie surprise, c'est que cet endroit qui est essentiel, parce que 80% de votre performance viendra de la construction de votre portefeuille. Donc on fait 80% de la recherche sur 20% du résultat. C'est complètement ça tient peut-être au fait que, et c'est le drame aujourd'hui dans le métier, je pense, c'est que tout le monde est extrêmement court terme. Il n'y a que des vieux croumirs comme nous qui avons une vision de long terme. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont tous le nez sur un écran.
à chercher, et on voit bien au niveau des entreprises, à chercher le résultat du prochain trimestre, c'est idiot. Les entreprises ne devraient pas publier des résultats trimestriels, ça n'a aucun sens. Et moi, je dois juste venir sur cette slide-là, effectivement, parce que c'est pas technique comme ce qu'a dit Didier, c'est simplement contrarien. C'est qu'on est aujourd'hui, la surperformance est extraordinaire des actions américaines par rapport aux pays émergents. Les pays émergents, c'est assez amusant, en règle générale, ils progressent sensiblement quand le dollar baisse. Il se trouve que nous avons plutôt ici une vision moyen terme plutôt baissière sur le dollar, globalement, comme d'autres monnaies, l'euro, etc., des monnaies fiduciaires occidentales, si je puis dire. Alors qu'on est dans une partie du monde et qui est très largement représentée par l'Asie. Il y a bien sûr le poids de la Chine qui est maintenant lourd là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Il y a des tas de marchés. L'Indonésie, c'est un pays de 280 millions d'habitants. Il n'intéresse absolument personne aujourd'hui. On a des multiples de capitalisation extrêmement faibles. Le Vietnam est un pays à 110 millions d'habitants, où les gens au niveau d'éducation, de force de travail, etc., est phénoménal, qui n'est pas du tout dans les indices où représentés. On a effectivement, vous l'avez bien mis en avant au niveau de la population, dans cette zone-là en partie, mais également en Amérique latine, parce que si on est plutôt, ce qui est mon cas, aussi sur la matière première, on a quand même normalement des gisements de croissance, et c'est un secteur qui a totalement disparu de l'écran radar des investisseurs. Je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important aussi là, c'est que ces pays, vous savez, qui travaillent comme ça, qui ont des gisements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont financé nos déficits budgétaires pendant des années, parce qu'en particulier des États-Unis, parce qu'il fallait payer leur pétrole en dollars. Oui. Donc les taux d'intérêt chez eux étaient trop hauts, et puis chez nous, ils étaient trop bas. Oui. Mais maintenant qu'ils n'ont plus besoin d'acheter des dollars ou des euros pour acheter les produits dont ils ont besoin, ils vont investir le pognon chez eux. C'est-à-dire que les taux d'intérêt réels chez nous vont monter énormément, et ils vont baisser chez eux. Donc si vous voulez avoir des actifs en Europe aujourd'hui, il faut être comme un âne. En tout cas, en termes de valorisation et d'actualisation, parce que comme notre métier, c'est quand même beaucoup d'actualisation. Bien sûr. C'est pas passionnant l'actualisation, mais c'est quand même un petit peu important. On peut dire, c'est vrai qu'effectivement, les États-Unis, probablement, le privilège du dollar leur a permis d'avoir probablement des taux d'intérêt réels subventionnés de l'ordre de 1,5% par le reste du monde. Si vous actualisez tous les actifs aux États-Unis, de l'immobilier, des actions, etc., avec un taux d'actualisation 1,5% plus haut, mamma mia sur les résultats. Par contre, vous devriez actualiser ceux qui sont en bas là, avec des taux à 1,5% plus faibles. Et vous verrez le résultat aussi. Et ce qui était dégueulasse, c'est que les pays, nous, les pays riches, comme on avait des taux d'intérêt trop bas, nos affaires étaient cotées très élevées, ce qui nous permettait d'acheter toutes les affaires à bon compte chez eux. Donc ça va se renverser. Ils vont pouvoir bientôt acheter des affaires chez nous à bon compte parce qu'ils auront un multiple de valorisation qui sera très supérieur au nôtre. Et ce qui est assez, pour finir sur l'antifragilité, parce que c'est quand même un des pitchs de Noble Capital Management, ce que j'ai retenu en fait, c'est que pour la modéliser, parce que ça a l'air un peu magique en fait, on se dit mais c'est un peu gris-gris l'antifragilité, on comprend pas trop. Mais en fait, quand on regarde les quatre cadrans, il y a quoi? Il y a la monnaie, il y a les actions et l'or. L'or, en réalité, c'est antifragile, ça représente le conservatisme. C'est-à-dire que quand on a la trouille, le conservatisme, c'est ce qui vous sauve, et toc. C'est comme ça, c'est la vie, c'est démontré, voilà, c'est acquis. Sur la monnaie, globalement, on voit que le yen est une monnaie antifragile. C'est pas parce qu'elle est conservatrice spécialement, mais c'est parce qu'elle est à contresens. Quand on est à contresens, parce que le yen a une position nette extérieure qui est positive, alors que tout le monde, beaucoup ont une position nette extérieure négative, mécaniquement, ils sont à contresens. Donc il est antifragile parce qu'il est en sens inverse. C'est le seul qui roule en contresens sur l'autoroute. Et puis, dans les equities, dans les actions, on observe quelques actions antifragiles qui sont souvent les plus existantes, comme disait Vincent tout à l'heure, en disant tout le monde veut du Google, tout le monde veut du OpenAI ou je ne sais quoi. Et là, en fait, l'antifragilité se traduit par l'innovation. Donc en fait, l'antifragilité, on la retrouve dans le conservatisme en temps de crise,
à contresens en temps de crise et dans l'innovation également en temps de crise. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui transcende en fait les assets. C'est pas spécifique à l'or. Par contre, l'or, voilà, on voit bien que on démontre par une gestion équilibrée sur une base d'un portefeuille de Brown que 25%, il y en a beaucoup là, ils sont pas dans les clous, quoi. Donc voilà, j'espère que ça... Ce que dit Richard est très important. Merci. Parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez gagner de l'argent en bourse avec Ricardo, c'est-à-dire une meilleure utilisation du capital, du travail, etc. Vous savez, on améliore mieux le système. Bon, mais ça, c'est toujours fini. Et on peut gagner de l'argent avec Schumpeter. Ricardo est fragile, Schumpeter est antifragile. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la technologie, c'est antifragile. L'invention, c'est antifragile. La gestion de bonne qualité faite par un type qui a fait une école de commerce, c'est fragile. Et même le cycle de vie même des entreprises, puisqu'une entreprise naissante est pas structurellement antifragile, c'est-à-dire que si rien ne se passe pour elle, elle va pas survivre. Pour survivre, il faut qu'elle crée du stress dans le marché. Il faut qu'elle crée une innovation qui va créer du stress et tout d'un coup, elle va prendre des parts de marché aux autres et donc elle va monter. Elle va s'élever. Et puis à un moment donné, l'entreprise commence à être mûre. Donc elle gagne beaucoup d'argent, donc elle veut protéger en faire sa rente. Et quand elle commence à protéger sa rente, elle est en train de devenir fragile. Donc on voit même des entreprises qui ont été antifragiles qui sont en train de devenir fragiles. Protéger la rente, c'est la fragilité. C'est la fragilité. Et c'est la tentation dès qu'on est gros. Dès qu'on est gros, on protège la rente. Alors que l'innovation, c'est pour ça que Charles parlait de Schumpeter, l'innovation, tout ce qui est innovant est antifragile. Et de façon assez amusante, c'est l'or est antifragile. Est-ce que c'est l'or qui est antifragile ou est-ce que c'est l'or exprimé en dollars qui est antifragile, parce que c'est peut-être finalement le dollar qui est fragile. Et donc l'or exprimé en dollars est l'inverse. L'or est peut-être le robuste en fait, mais exprimé en dollars, il devient antifragile. Ce que je dis aux gens, c'est que l'or, c'est bien parce que 1 gramme d'or, ça vaut 1 gramme d'or. Ça vaut rien d'autre. Ça bouge pas. Donc ce que dit Didier est parfaitement exact, c'est pas qu'il est antifragile, c'est qu'il vous protège contre le dollar quand il est trop fragile. Mais l'1 gramme d'or, c'est toujours 1 gramme d'or. Vous achetez une coupe de cheveux à Rome, c'est le même prix qu'une coupe de cheveux aujourd'hui, en or. C'est rigolo. Donc vous avez cette espèce d'invariant de tous les produits qui n'ont pas de productivité. Ils n'ont pas changé de prix par rapport à l'or. Alors, la coupe de cheveux, j'avais regardé aussi combien a été payé un soldat de l'Empire romain par rapport à un soldat français, exactement la même chose. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, le soldat romain, il veut se déplacer, pas à pied, qu'est-ce qu'il a comme moyen de déplacement le moins cher possible? Je me suis dit, c'est la mule. Donc j'ai regardé le prix de la mule en or de l'époque, et puis ensuite j'ai regardé la voiture la moins chère sur le marché français, c'est le même prix. Voilà, donc la différence, c'est la productivité. La productivité, ce n'est pas que l'un peut se déplacer, l'autre ne peut pas se déplacer. Les deux peuvent se déplacer. La productivité, c'est juste que le français d'aujourd'hui se déplace plus vite. Donc la productivité, c'est simplement aller plus vite dans un processus. Et d'ailleurs, c'est vrai pour tout, pour la productivité même médicale. En fait, la productivité, c'est vivre plusieurs vies, de vivre une accélération de la vie. Mais finalement, ce que dit Charles, c'est que quand vous regardez les fonctions essentielles de la vie, en fait, elles restent exactement les mêmes en dollars. En or, excusez-moi, en or. Et bien là, du coup, je vous propose éventuellement de prendre quelques questions parce qu'il est 19h et que Charles doit nous quitter à 19h20. Donc voilà, si vous avez... J'ai une question ici et une deuxième là, une troisième. Il va faire un petit calepin. Le temps d'aller vous chercher un micro. Merci. Donc juste pour reprendre cette idée de la... C'est pas une idée, c'est une réalité de la perte du statut de monnaie de réserve du dollar. Moi, j'aimerais comprendre à quel point c'est... évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui n'auront plus besoin d'avoir des réserves en dollars pour acheter des matières premières en dollars, etc. Et à quel point c'est inflationniste aux États-Unis et catastrophique pour l'économie américaine, parce que ça devrait pousser, disons, des taux beaucoup plus hauts aux États-Unis. Est-ce que les Américains sont prêts à accepter ça, et si tout ça ne devrait pas finir par un conflit? Parce qu'on voit mal les Américains accepter une dominance autre que la leur. Oui. Surtout quand on voit l'armée qu'ils sont en train de construire, qui est absolument leur budget de la défense. Et quand on voit des pays construire une telle armée, en général, c'est pour l'utiliser. Oui, si je peux me permettre de répondre vite fait, moi, les États-Unis, ils ont quand même cet avantage extraordinaire, c'est que la quasi-totalité de la création schumpeterienne se fait aux États-Unis.
Plus personne ne fait des inventions dans le monde. Il y a des gens qui en avaient. Bon. Alors, ça veut dire qu'ils gardent cette capacité. Et ce qui m'intéresse, c'est maintenant, politiquement, je vais dire quelque chose, c'est vous avez Trump qui arrive, peut-être, s'il est élu, avec une équipe complètement différente de la précédente. Vous avez Musk, qui va être chargé de nettoyer tous les bois morts aux États-Unis, comme il l'a fait sur eux. Vous avez Kennedy, s'il est nommé ministre de la Justice, il y en a pas mal qui vont se retrouver en prison, et peut-être les assassins de son père aussi. Vous avez la jeune Tulsi Gabbard, donc il était arrivé avec toute une série de néoconservateurs plus bêtes et plus méchants les uns que les autres, et là, il arrive avec une équipe qui est complètement différente, et qui veut jouer sur la force des États-Unis, cette capacité à se renouveler. Et donc, moi, j'attendrai, avant de faire un jugement, j'attendrai l'élection. Parce que si Trump est élu, le personnel avec lequel il arrive détruira l'État industriel, le machin industriel, les militaro-industriels, et pharmaceutiques, et des concours. Donc, si vous voulez, Trump m'amuse parce qu'il est complètement invraisemblable, mais il est peut-être celui dont les États-Unis ont besoin en ce moment, quoi. Ça me fait rigoler. C'est pas celui auquel on sera attendu, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Enfin, il est rigolo. Non, Pas complètement. Alors lui, le type, on lui tire dessus, et il se lève en disant... Non, ce qui est sûr, c'est que le dollar est le dollar est effectivement un enjeu stratégique pour les pays émergents qui ne supportent plus cette effectivement domination et normalement l'Europe aurait dû. On n'avait pas besoin avec Charles. Il est inconcevable que l'Europe ne soit pas révoltée contre ça. Mais quand effectivement dans les années 70, De Gaulle a commencé à se faire payer en or, le Trésor américain a très vite dit aux Allemands n'oubliez pas que les fusils russes ne sont quand même pas très loin de chez vous. Donc ça s'est terminé. Et c'est quand même un rapport de force qui a été compris. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être rapide. Mais c'est un mouvement, les États-Unis vont tout faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bras de fer, c'est un petit peu l'or contre le dollar. Et comme l'a dit souvent, et je suis 1000% d'accord avec Charles et Didier, l'or qui monte, c'est le dollar qui perd, et inversement. On est dans une espèce de grand bras de fer aujourd'hui, et à moyen terme, on a plutôt une notion de dire que ce qui va gagner, c'est pas faux. Alors, aussi, juste quantitativement, on mesure la position des banques centrales externes à la Fed. Donc, on regarde constamment ce qui se passe. C'est un de nos indicateurs de liquidité mondiale. Et on voit que ça baisse. Alors, par contre, on voit aussi que les États-Unis ont un déficit commercial gigantesque. Donc, la question, c'est où vont ces dollars ? Où est-ce qu'ils vont ces dollars ? Parce qu'ils ne reviennent pas. Ils partent à l'étranger. Ils ne sont pas recyclés sous forme à la Fed. Donc, ça veut dire, c'est ce que Charles a évoqué à un moment donné, c'est que depuis 2015, on commence à voir un certain nombre de ces dollars qui sont recyclés dans les marchés actions. Et on voit ça dans les grands portefeuilles des fonds souverains, etc. Donc tout d'un coup, à partir de 2015 et 2016, un truc comme ça, il nous manquait des réserves de change monstrueuses. On se demandait où elles étaient passées. Voilà. Et ici, en Suisse, effectivement, puisque quand même la BNS, c'est quand même un des plus gros hedge funds du monde, hein, vous êtes mieux placés que nous pour le savoir, mais dans les pays émergents, et entre autres à cause de la crise ukrainienne, c'est vrai que la Chine a sûrement utilisé une bonne partie de ses réserves et ses excédents commerciaux qui sont les plus élevés aujourd'hui pour acheter des matières premières, pour acheter de l'or, et entre autres tous les pays émergents, y compris Singapour n'est pas un pays émergent, mais tous les pays entre guillemets non occidentaux sont acheteurs d'or aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant aussi sur le dollar, et ça j'aurais bien demandé à Didier, Charles ou enfin, qui veut, ce qui est intéressant c'est que si jamais il y a des dollars qui reviennent aux États-Unis, soit ils reviennent pour acheter quelque chose. Donc ils reviennent pour acheter des actions, ok. Mais ça veut dire que celui qui avait des actions et qui l'a vendu, il se retrouve avec des dollars. Et ces dollars-là, s'il y en a trop et que le taux de change baisse, il va vouloir les béner. Et les béner, en fait, il y a un exit pour le dollar, c'est de le rendre à la banque à laquelle il a été emprunté où il sera détruit. Ça veut dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une baisse du dollar au fur et à mesure que les gens ne renouvellent pas leurs prêts ? Et s'ils ne renouvellent pas leurs prêts, qui va le renouveler ? La Fed.
Donc, est-ce qu'un moyen de mesurer où vont les dollars, c'est pas de regarder le taux détenu en fait par la Fed par rapport aux investisseurs extérieurs, comme on voit sur la zone euro, où la participation des investisseurs extérieurs à la grande kermesse de l'euro diminue fortement. Ils y croient plus trop, quoi. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le temps, c'est que je regardais le bilan des banques. Les banques peuvent mettre leur pognon en obligation d'État ou le prêter. Et donc, je faisais un ratio entre le premier et le deuxième pour savoir si les banques allaient plutôt acheter des obligations ou elles faisaient plutôt des prêts. Il faudrait que je le remette à jour, celui-là, tiens. C'est une bonne question. Et effectivement, si la part des investisseurs étrangers diminue, c'est que plus personne n'en veut. Mais le jeu est complexe aussi, parce que quelque part, comme le dollar est la monnaie de réserve du monde, les déficits de paiement extérieur servaient de base monétaire au système euro pour créer des dollars sur lesquels les banques, la Société Générale, la BNP, Deutsche Bank, Crédit Suisse, faisaient des crédits en dollars à partir de Hong Kong, etc. Donc en fait, c'est un phénomène au deuxième degré. C'est les euro-dollars. C'est ce que Rueff appelait la double pyramide du crédit. Il y avait la pyramide du crédit aux États-Unis qui crée une deuxième pyramide du crédit en dollars en dehors des États-Unis. Est-ce que tu veux expliquer, Didier, peut-être l'euro-dollar, ce que c'est? Parce que c'est un... Les euro-dollars. Non, mais oui. Mais là, la création de dollars en dehors de la Banque centrale américaine. En dehors de la Banque centrale. Bon, on a eu ça pendant des années. Même les banques françaises se faisaient un plaisir d'aller prêter à des étrangers, aux Africains, en Asie, en dollars. Des dollars qu'ils n'avaient pas. C'était des banques françaises. Donc pour faire ça, c'était quand même un peu gonflé. Donc ils allaient à New York pour se refinancer avec du commercial paper. Et puis ils émettaient des titres courts. Et avec ces dollars, ils allaient le reprêter dans le reste du monde. Donc évidemment, en 2008, ça a fait mal parce que le jour où ils sont arrivés pour se refinancer, tout d'un coup, les banques américaines ont dit non. Donc c'est quand même un jeu assez dangereux. Mais je voulais quand même revenir sur le dollar lui-même. C'est-à-dire si le dollar baisse, le dollar qui baisse, qui est quand même une possibilité, c'est très très difficile de connaître la directionnalité des devises. C'est un des trucs les plus difficiles à analyser, je crois. Mais s'il baisse, en tout cas, l'administration Trump et son potentiel vice-président, s'il lui passe, a cette volonté de faire baisser le dollar. Bon, si le dollar baisse, alors ça serait probablement favorable dans les conditions aux États-Unis, ça serait favorable au Sud global, mais alors ça, pour l'Europe, ce serait alors de nouveau une catastrophe. Donc on a encore une fois une situation dans laquelle, dans tout ce dont on parle, l'Europe est assez souvent mal positionnée dans les tendances générales, et notamment sur ce risque de baisse de dollars. C'est quand même une situation qui serait... Mais c'est le programme de Trump et de J.D. Vance, c'est de faire baisser le dollar pour réindustrialiser les États-Unis, et puis l'Europe, écoutez, que voulez-vous? J'ai lu les trucs, que Trump est assez subtil. C'est que ça paraisse. Il dit non, nous on veut bien que le dollar baisse pour réindustrialiser, mais si des Chinois viennent et font des usines aux États-Unis, on est très content. On n'est pas du tout contre le... Donc, on empêche les exportations de Chine vers les États-Unis, mais si les Chinois veulent faire des usines aux États-Unis pour avoir accès au marché américain, là, ils sont tous d'accord. Donc, le discours de Trump n'est pas celui de Biden. Il est un peu plus malin, quoi. Enfin, Biden, il est gâteux, alors. Enfin, il est plus là, d'ailleurs. Donc, mais c'est vraiment une question... Toute cette question du dollar, c'est une question extrêmement importante, parce que la façon dont les États-Unis... On en a beaucoup travaillé là-dessus avec Didier, mais... Vous avez ce déficit extérieur monstrueux. Comment ça peut être financé? Ce qui se passe, c'est que les étrangers le prennent et achètent des actions Nvidia, Amazon ou Microsoft. Bon. Mais ça veut dire que petit à petit, les étrangers vont détenir de plus en plus du capital vraiment productif des États-Unis. Donc c'est une façon de vendre des actifs pour continuer à consommer. Et donc ça dépend de la capacité des États-Unis à continuer à inventer de nouveaux actifs tout le temps. Qui peuvent valoir très très cher. Puisque vendre Google et Amazon, c'était quand même remarquable, la création de valeur en 10 ans. Mais aujourd'hui, avec ces nouvelles sociétés dans l'intelligence artificielle, qui sait si ça ne refera pas un rallye de GAFA x5 ou x10. Et à ce moment-là, ils peuvent toujours aller le revendre au reste du monde. Donc en d'autres termes, l'Amérique se mondialise en vendant C'est exactement ce que fait la France, sauf qu'on n'a pas le dollar. Donc quand vous regardez les États-Unis et la France, c'est à peu près la même position extérieure nette des actifs, très négative, de, 60, 70, 80% du PNB. Mais simplement, il y en a un qui a le dollar et la puissance et pas l'autre pays. Donc c'est peut-être quelque chose qui est... Alors c'est dans la dynamique, les Américains pourraient s'en sortir
par des sauts gigantesques de productivité. Schumpeterien. Ça, il est possible, c'est pas forcément la ruine s'ils font ça. Mais enfin, ça demande quand même, je suis d'accord, il y a beaucoup de si dans cette hypothèse. Du coup, on a une question suivante. Oui, le micro. Ah voilà. Bonsoir, merci pour cette prise d'altitude sur les marchés financiers de l'allocation d'actifs. Moi j'ai une question un peu pratico-pratique. Parce qu'il y a un paramètre quand même qu'on n'a pas évoqué du tout, c'est la taille des marchés financiers par rapport à tous ces jolis graphes qui nous ont été montrés. Et j'imaginais tout simplement qu'une partie du marché décide donc d'aller vers l'antifragilité, par exemple l'or. Et vu les masses dont on parle de réallocation, ça fait des montants gigantesques. Concrètement, par exemple, puisqu'on parle de l'or, on a un très joli fonds maison, donc on va s'y intéresser bien sûr, mais moi, je pose la question tout simple, c'est est-ce qu'il faut acheter de l'or financier ou de l'or physique? Parce que si le marché se retourne, il ne pourra pas avoir assez d'or physique en face pour investir. S'il y a levier, oui. La question, c'est si est-ce qu'une banque a émis des titres en disant je vous repaierai en or, et si elle a fait le coup des banquiers italiens au XIIe siècle, c'est-à-dire de prêter 10 fois plus que la réserve d'or, à partir du moment où les gens demandent la réserve d'or, ça saute. Mais je connais 2 ou 3 cas de TF or où la quantité d'or est mesurée chaque jour. Ça, c'est de l'or. Le truc où vous n'avez pas d'indication sur combien de papier il y a par rapport au stock d'or, ça, c'est du crédit. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc oui, mais je vous signale que l'or aujourd'hui, dans le bilan des banques centrales mondiales, est passé à la 2e place devant l'euro. C'est-à-dire pour la première fois depuis toujours, depuis des siècles, l'or est en train de revenir à la 2e place. Et j'attends avec impatience qu'il revienne à la 1re place. Il ne marche pas le micro, je crois. C'était un problème dans l'allocation d'actifs également. Moi, quand je commence à travailler en 77, si on arrivait avec un compte à Genève ici, on nous disait 5% mine d'or, 5% de physique, juste pour l'hygiène, quoi. Aujourd'hui, un gérant dans une banque à Genève, la plupart vont dire une mine d'or, de quoi qu'on cause là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, probablement, on a fait un mouvement spectaculaire, relativement spectaculaire sur leur physique. Les mines sont extrêmement en retard. Différentes explications à mon goût. D'une part, c'est qu'il y a eu énormément d'arbitrage quand on a commencé à avoir au premier trimestre 2024, quand on a eu les premiers ETF sur les bitcoins, il y a énormément d'argent qui est sorti des fonds comme le GDX, le Van Eck, le plus gros fonds, fait 14 milliards d'actifs aux États-Unis. Il y a énormément eu de sorties à ce moment-là. Donc ça veut dire que des gens se sont dit, finalement, plutôt que d'avoir des fonds de mine d'or, etc., parce que c'est quand même compliqué, autant avoir un fonds ETF sur le Bitcoin, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi le fait que dans les derniers cycles, ces 15 dernières années, souvent, il y avait une corrélation entre la faiblesse du Nasdaq et la faiblesse des mines d'or. Et donc, il y a des gens qui disent, finalement, je n'ai pas forcément le courage de shorter le Nasdaq ou de me couvrir sur le Nasdaq, donc je vends des mines, ou je vends de l'indice, et vendant l'indice des mines d'or, ou le GDX à découvert, ça revient au même, le fonds vend les valeurs minières. Aujourd'hui, il me semble que l'argent va revenir sur les mines, et on revient toujours dans le même sens, on va revenir sur les très grandes, Barrick, Newmont évidemment, mais même celles qui sont très bien gérées comme Agnico. Il faut quand même bien se rendre compte que Agnico, qui est quand même une mine d'or, probablement une des mieux gérées, ils ont un coût qu'on appelle all inclusive, si je puis dire, qui est à peu près à $1,250 l'once. Avec le cours de 2600 pratiquement avec lequel on flirte ce soir, il y a quand même de la marge. Il y a un effet d'ajustement. Je pense que nous rentrons dans une phase où les mines vont monter beaucoup plus que l'or, mais beaucoup plus, et je dirais même plus que les petites mines derrière vont monter plus que les grandes mines. Parce que le mouvement c'est toujours le même, c'est qu'en fait les grandes mines vont à un moment ou à un autre racheter des plus petites qui elles-mêmes vont racheter des dossiers d'exploration. C'est le circuit classique généralement dans le monde des mines d'or.
Et oui, de toute façon, dans un monde où on privilégie les actifs décentralisés, par définition, c'est qu'on a une légère défiance envers les organismes de centralisation. Et c'est là que les banquiers suisses deviennent très contents parce qu'ils voient venir de l'argent, parce qu'on commence à prendre les chocottes un peu dans plusieurs pays dans le monde. Et c'est là que les bitcoiners disent « not your keys, not your coin », en disant quand vous achetez un truc, assurez-vous qu'il est bien dans votre poche et pas dans la poche de celui qui vous veut du bien, quoi. Voilà. Il y a aussi une question d'élasticité prix-volume, là. Donc en fait, effectivement, si l'or est au prix qu'il est aujourd'hui, il n'y a peut-être pas suffisamment d'or pour soutenir une demande qui se mettrait à grossir comme on pourrait le pressentir. Mais évidemment, simultanément, si la demande se porte sur l'or, le prix de l'or va monter, va exploser. Et à ce moment-là, bon, c'est classique, on peut avoir un équilibrage entre volume et prix. Juste pour rappeler quand même, je ne dis pas qu'on est dans la même situation, mais quand les gens disent l'or est très cher, on est au plus haut niveau historique, est-ce que c'est trop tard, est-ce qu'on a raté ? Bon, dans les années 70, l'or a monté de 30% par an pendant 10 ans. Tous les ans, pendant 10 ans. Donc, si l'or a monté là de 30 ou 50 ou 70%, c'est rien encore. Par rapport à ce qu'on a connu historiquement il n'y a pas longtemps, c'est potentiellement rien. Donc, c'est vraiment une question macro. Si vous mesuriez l'or en lire turque, beaucoup plus que 30% par an. Et rien ne vous prouve que l'euro va pas être la lire turque. Hein. Vous rigolez, mais moi je trouve que la lire turque, au moins il y avait des actifs derrière, tandis que dans l'euro, je vois pas très bien ce qu'il y a, à part Madame Barder-Leyen. Et oui, du coup, on va libérer Charles qui doit y aller là parce qu'il est 20 bientôt. Donc, je suis désolé, mais... Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci à Vincent Strauss aussi d'être